Le tarot a 6 siècles d'histoire. À ce titre, il est certain que nos ancêtres, les vieux Européens du XVe siècle, posaient sur ce jeu de cartes un regard différent du nôtre. En ce qui nous concerne, au XXIe siècle, je remarque que la plupart du temps notre rencontre avec le tarot se fait en 3 étapes. D'abord, on ignore le tarot. Un matin, le tarot vient à nous sous sa forme mystique, divinatoire, occulte, kabbalistique. On l'envisage et on le pratique fort d'une approche ésotérique. Enfin, on découvre un beau jour que le tarot a au fait une histoire détaillée que l'on peut étudier. Alors on commence peu à peu à le comprendre et à le pratiquer d'une toute autre manière, d'une façon plus réaliste, sans doute, plus authentique peut-être. Ce mouvement ternaire m'intéresse. Qu'en est-il pour mes invités, les grands noms actuels de la tarologie internationale? Leur rencontre avec le tarot a-t-elle suivi le même schéma? Cette question simple nous mène souvent plus loin que les questions techniques qu'on pose habituellement. Cette question simple nous mène au cœur du changement que le tarot a initié dans le tarologue lui-même. Rencontrer le tarot n'est jamais anodin. Peuvent en témoigner les milliers de personnes qui, après avoir croisé ce jeu de 78 cartes au détour d'un chemin, ont vu leur vie changer, imprégnée tout entière par son mystère et par sa force. C'est cette histoire que raconte la nouvelle série d'interviews que je vous propose. Tarot, la vie entière. Je consacre un entretien exclusif aux personnalités dont l'existence fut transformée positivement par le tarot, auteurs, historiens, chercheurs, praticiens. Un entretien intime dans lequel ils se livrent comme jamais ils ne se sont livrés. Enfance, anecdotes de vie, rencontres avec le tarot, activités qui en ont découlé, amour de cette œuvre qui a traversé les âges. Bon visionnage à tous. Oh, j'oubliais. Si vous aimez cette série d'entretiens, abonnez-vous à ma chaîne, likez cette vidéo et laissez-moi un commentaire. Merci pour votre soutien. Ce que je trouve qui manque un peu dans le tarot, c'est le cheminement des gens qui s'occupent du tarot en fait. Parce que bon, y en a beaucoup qui ont tendance à se créer un personnage et presque magique, tu vois. J'en ai connu, je raconté un peu des trucs, des anecdotes, j'en ai quelques-unes. Et des fois c'est dangereux pour eux et c'est dangereux pour les élèves quand ils sont profs, on va dire, ou tarologues, enseignants. Mais ils se rendent pas compte, beaucoup se rendent pas compte, beaucoup je pense, n'ont pas réglé des problèmes d'ego avant d'avancer face à un public, quoi. C'est une manière des fois de se soigner pour certains. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais avec un peu de recul, parce que bon, moi, j'ai fait des bêtises comme tout le monde et je continue d'en faire assez régulièrement. Hein, ma femme me le dit d'ailleurs. Mais, mais à 69 ans, je commence à avoir quelques expériences et la vie ne se reproduit pas toujours tout le temps, pareil, bien sûr. Mais il y a quand même des grands axes qui sont intéressants à connaître, surtout pour les gens qui démarrent dans le tarot ou dans un truc ésotérique, parce qu'il y a de nombreux pièges. Hein, faut pas oublier. Il y a un piège de pouvoir, il y a un piège d'argent, il y a un piège de tomber sur des gens un peu cintrés, quoi. Et des gourous, des mégalos, des mythomanes, ça existe, ou des affairistes, voilà. Il y a beaucoup de gens comme ça dans le milieu ésotérique, hein, je veux dire. Pas tous, mais et à côté de ça, il y a des gens extrêmement sincères, et des fois les sincères sont dans les élèves ou dans les enseignants, et, et ça tourne des fois très bien et des fois ça tourne mal. Il y a des cas, moi j'ai vu des choses graves, le peu que j'ai vu. C'est une parfaite introduction. Ce que tu viens de dire et la façon dont tu t'exprimes, je pense déjà, est une porte d'entrée en fait à cet entretien. On t'entend parler, on Hmm. entend que tu as un verbe, que tu as un léger accent, un peu méridional. Je viens du sud aussi, mais je l'ai moins. Bon,
pour d'autres raisons. Ma mère était québécoise, donc elle m'a pas élevé avec l'accent méridional, mais toi, on l'entend un petit peu chez toi. Il est un peu chantant, mais pas trop présent non plus. On t'entend avec un Oui, vocabulaire précis, on t'entend parler du tarot déjà juste comme ça, de façon liminaire, avec passion et profondeur, et on voit tout de suite que tu es quelqu'un d'authentique et que ta passion est authentique. Et je pense qu'en fait, tu as déjà presque posé toutes les bonnes bases dans ces propos liminaires. Pourquoi? Parce que tu parles d'erreurs qu'on peut faire et qu'on rectifie au fil du temps, donc ce qui montre que tu es un être évolutif et que c'est important pour toi de prendre conscience des erreurs que tu peux faire, ce qui n'est oui, pas le cas de tous les individus sur cette planète. oui, Mais tu parles aussi du cheminement des gens qui s'intéressent au tarot. Et en fait, l'expression, tu me l'as enlevée de la bouche, je trouve que c'est la bonne. Et c'est pour ça que je voulais proposer ce premier entretien tarot la vie entière à toi, Yves, parce que je te sais sincère et authentique et parce que je sais aussi que tu t'intéresses au cheminement. Et moi aussi, je m'intéresse au cheminement. Quand j'écoute les tarologues, quand j'écoute les historiens du tarot, que j'essaie de comprendre l'histoire de cet objet qui nous occupe et dont on va discuter, ça me manque en fait. Déjà, l'oralité me manque. Il y a beaucoup d'érudits du tarot que j'aimerais beaucoup plus entendre parler du tarot. mm, Le vecteur de l'oralité me manque. Ça, c'est un premier point. C'est pour ça aussi que je voulais proposer ce nouveau type en fait d'interview. Mais aussi ce que tu dis, c'est-à-dire aussi le vecteur, je sais pas si c'est un vecteur, mais le cheminement, c'est-à-dire, ok, d'accord, mais comment vous en êtes arrivé au tarot? Comment c'est arrivé dans votre vie? Pourquoi? Parce que on sait très bien une chose par rapport au tarot, c'est que, par exemple, en France, il y a plein de gens qui s'intéressent à Napoléon, l'histoire de Napoléon. C'est jamais un truc personnellement qui m'a botté, mais c'est un sujet qui est séculaire. mm, Depuis des c'est vrai. siècles, depuis que Napoléon est là, par exemple, l'histoire de Napoléon a été écrite même à son... Il était encore en vie, bon. Et donc, il y a des historiens et des amateurs qui s'intéressent à Napoléon. Très bien, on en comprend l'origine. Il y a des gens qui s'intéressent au Moyen Âge, pourquoi pas Villon, premier poète parisien, ça fait quoi, 6 siècles, un peu moins peut-être. Très bien, on comprend l'origine de cette étude et de cette histoire. Mais le tarot, c'est pas du tout comme ça. Le fait de s'intéresser à l'histoire du tarot, c'est tout récent en fait, ça a quelques décennies. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est pas pareil. Ça implique nécessairement ce que tu as décrit et que j'observe moi aussi autour de moi. Ça implique que le mouvement pour arriver au tarot n'est pas le même que dans les autres disciplines historiques ou dans les autres domaines de passion. Et juste après, je te passerai la parole, mais j'aimerais ton sentiment sur ce que je vais dire. Moi, j'ai observé souvent que aujourd'hui, on est en 2025, donc on est né en général à la fin du XXe siècle ou en tout cas deuxième partie du XXe siècle, au début du XXIe, d'accord, c'est le monde dans lequel on est arrivé. Et en général, on arrive au tarot selon un schéma un petit peu en 3 étapes, quoi. La rencontre, elle se fait, on ne connaît pas le tarot à l'origine, évidemment, on est peut-être enfant, peut-être un jour il arrive à notre adolescence par un oncle ou que sais-je, ou dans une vitrine, on voit un tarot, on commence à être subjugué. Et le premier enseignement qu'on reçoit en général, il est plutôt mystique, occulte, ésotérique. On avance avec ce premier matériau, on en est d'ailleurs satisfait ou non. Et puis, en général, un jour, il se trouve qu'on entend parler aussi que le tarot a une histoire. Et on se dit quoi? Comment ça, une histoire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et puis, on tire un petit peu le fil de la pelote. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, il y a aussi un domaine historique qui concerne le tarot. Et là, ben, il y en a certains, ça dépend des attitudes, qui bloquent ça et qui ne s'intéressent pas à l'histoire du tarot. Bon, chacun est libre et qui vont rester dans le tarot occultiste. D'autres qui vont s'y ouvrir et qui vont un petit peu peiner, je l'observe des fois, à comprendre, en fait, à déblayer tout ce qui a été dit sur l'histoire du tarot. Ils ont un peu quelques difficultés. Et d'autres pour qui ce matériau, en fait, ils le prennent, ils l'assimilent très bien et ils avancent avec ce nouveau matériau qui vient compléter le premier. Ma question pour toi, peut-être pour le début, c'est est-ce que ce que je viens de décrire, qui est le mouvement aussi que j'ai connu moi, c'est celui que tu as connu toi dans ta vie? Est-ce que ça s'est passé un peu comme ça ou non? Et qu'est-ce que tu en penses? Ça s'est passé comme ça, effectivement, parce que euh, quand moi j'ai regardé un peu les dates, moi je commence grosso modo à m'intéresser au tarot, j'ai vers les 24 ans à peu près, et il n'y a aucune histoire du tarot quasiment à cette époque-là. Il y a peu de livres d'historiens, il y a personne s'y intéresse en plus, l'histoire du tarot n'intéresse personne. Et même pas les musées, je dirais. Même pas les musées. Donc moi, je me suis intéressé au tarot comme ça vers l'âge de 24 ans à peu près, grosso modo, hein. Et l'aspect ésotérique m'intéressait en premier parce que j'ai une sensibilité sur ça. Bon, pour les connaisseurs, je suis ascendant Scorpion, donc Gémeaux ascendant Scorpion, ça aide quoi, ça aide beaucoup. Et le fait
de s'intéresser à l'ésotérisme m'a pas amené naturellement au tarot, mais m'a amené au départ à l'astrologie, hein, la vieille dame, comme on dit, hein. C'est la mère un peu des sciences ésotériques, pour, en Occident du moins. Et après, le tarot est venu incidemment. Je sais, vraiment, je me rappelle pas comment j'ai pu acheter un tarot de Grimaud, parce que ça a commencé par l'ancêtre, hein, le Grimaud, hein. Et donc, je découvre ça. J'y comprends rien, évidemment. J'ai aucune hérédité, aucune prédestination, aucune intuition spéciale sur les cartes, aucun don de voyance, ça c'est clair. Comme je dis toujours, moi je suis pas voyant, je suis myope. De naissance quasiment, j'avais 2 ans, j'ai commencé à porter des lunettes. Alors bon. Mais par contre, l'attirance pour l'ésotérisme, je pense que ça vient ce côté scorpion. Je pense que ça vient de ma mère, qui était pas spécifique, qui était pas voyante. Mais je suis persuadé que ma mère, elle devait avoir le même ascendant que moi, parce que mon frère était ascendant scorpion également. Mon père, aucun rapport avec le scorpion. Mon frère est ascendant scorpion, je suis ascendant scorpion. Ma mère, elle était verseau. Et j'ai jamais su sa date de naissance précisément, donc je ne peux pas savoir, mais je pense que le côté scorpion fait que j'étais attiré par l'ésotérisme, ce qui est caché, ce qui est derrière. Et puis pendant longtemps, j'ai cru que j'avais pas d'intuition, et donc je cérébralisais beaucoup les choses. Et puis des fois, je sentais des situations et ça m'a permis de me sortir de certains mauvais pas. Par exemple, quand tu te fais attaquer dans la rue, que tu sens venir qu'il va y avoir une agression et que tu es le seul à le sentir sur 2, 3 personnes, et que d'un coup tu as une bande autour et que t'es le premier à détaler, ça c'est de la sensation et c'est de l'intuition. Et voilà. Et donc j'ai fini par comprendre que j'avais de l'intuition et à l'admettre. Et ça m'est venu en fait, mais ça c'est toute une histoire, ça m'est venu par la numérologie et par l'astrologie. Quand j'ai vu l'astrologie, bon, que j'étais ascendant scorpion, tout ça, que ça induisait pas mal d'intuition alors que je cérébralisais parce que j'étais un gémeaux. Je me suis dit, ah bon, ben, s'ils le disent, comme on dit ma mère, si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Elle disait, si c'est dans le journal, c'est que c'est vrai. Bon, c'était un peu ça. Je me suis dit, bon, il doit y avoir du vrai, voyons voir. Et c'est comme ça, d'ailleurs, au passage, que j'ai compris que les bonnes sciences ésotériques se vérifient l'une l'autre. C'est-à-dire que si, par exemple, euh, on est bon en numérologie et qu'on connaît un peu l'astrologie et un peu le tarot, ben on va vérifier que en étudiant une personne sur son thème astrologique et sur son thème numérologique, ça se recoupe. Et là, on arrive mieux à comprendre les interactions entre les différentes sciences entre guillemets ésotériques. Voilà, ça c'est une manière de faire la preuve par neuf quelque part des sciences ésotériques, je trouve. Donc, je suis passé par l'aspect ésotérique de la force, comme on dit, avant d'arriver vers le côté étude de ce qu'il y a vraiment derrière. Il y a l'histoire du tarot, de la rationalité de ça. Bon, et j'ai eu tendance, quand j'ai commencé le tarot, à chercher un petit peu ce qu'il y avait derrière et à voir, surtout quand j'ai découvert, certaines personnes m'ont fait découvrir qu'il y avait des tarots historiques vraiment anciens dans les musées et autres. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait que personne ne le sache? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est là que je suis rentré dans l'aspect exotérique du tarot. Et tu as raison de dire que il y a 2 clans en gros qui s'opposent souvent. C'est ceux qui sont dans l'ésotérisme, ils disent les rationnels, ils ont tort, ils voient que des dates et des chiffres, et les autres ils disent ben les autres ils tiennent pas compte des dates et des chiffres. Voilà, ce sont 2 clans qui se détestent ou qui s'ignorent et qui parfois se côtoient, mais bon c'est difficile. Et moi, c'est par exemple, c'est le rapport que j'ai un peu particulier avec un expert des cartes comme Thierry de Police, qui est un historien des cartes et du tarot entre autres, mais pas seulement. Et au passage, il est du signe du Scorpion, donc on a quelques affinités. Et donc, je le vois dès que je peux, je le vois. Mais bon, il est à Paris et on mange ensemble. Bon. Et lui, comment dire, lui, il est ésotérique au fond de lui-même, parce qu'il est scorpion, parce il a cette sensibilité, et je sais, il me l'a un peu pas avoué, il me l'a dit,
t'as raison, il est venu par l'ésotérisme à l'aspect ensuite très rationnel de l'étude des cartes, etc., les dates et tout, les généalogies, choses comme ça. Mais au départ, c'est l'aspect ésotérique qui était prégnant chez lui. Après, ça a complètement changé, hein. Et il a mis un gros mouchoir dessus, et maintenant, il passe pour le rationnel, quoi. Mais il n'est pas si rationnel que ça. Il est très rationnel, mais en même temps, il a sa sensibilité, quoi. Voilà, c'est ça. Tout ça pour dire que, effectivement, comme tout le monde, ou presque, je pense, je suis passé de l'irrationnel au rationnel, mais j'ai pas oublié l'irrationnel. Je me tirais les cartes, les tarots. Ça m'est arrivé de les tirer pour quelques personnes au début, et après j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'ai compris que c'était pas fait pour moi, et j'ai compris que il fallait des qualités. J'avais pas toutes les qualités pour ça, c'est clair. Et moi, j'étais plus intéressé par la divulgation de ce que je savais et tout, et à vouloir expliquer les choses, mais je me mettais pas assez, je pense, à la place des gens qui ont une problématique quand ils viennent chez un tarologue. Parce que les gens, quand ils viennent, ils ont une problématique. Je dirais pas comme certains, vous venez chez moi parce que vous avez un problème. Mais non, ils viennent parce qu'ils ont une demande, ils la savent pas complètement, mais ou complètement, ça dépend. Mais j'étais pas en capacité de répondre à ça, et c'est pas ce que je cherchais vraiment, moi. Moi, ce que je cherchais, c'était à communiquer sur quelque chose qui me plaisait. Voilà. Donc, partager ce que je connaissais et l'esprit de curiosité. Maintenant, rendre service aux gens en leur tirant les cartes, moi, j'ai jamais cherché à le faire, mais les gens venaient vers moi et me disaient, ah, ben, vous vous intéressez au tarot, eh ben, vous pouvez me tirer un peu. Il y a une demande. Bon, j'ai répondu un petit peu à une demande, mais très rapidement, j'ai arrêté parce que je me suis dit, c'est pas fait pour moi, ça. Je respecte totalement les gens qui le font, sauf les escrocs, escrocs. Et ceux-là, je pense qu'ils ont un problème et qu'il faut les stopper, ça c'est clair. Mais les autres, c'est un métier assez noble, je trouve, qui est un métier social qui rend beaucoup de services à certaines personnes et qui est nécessaire, c'est beaucoup dire, mais qui est demandé et qui répond à une demande, voilà, qui répond à une demande. Et quand les gens sont honnêtes, les tarolos sont honnêtes, ben je pense qu'ils sont parfois aussi bons que certains psychologues ou psychiatres et qui sont capables d'aider les gens, pas forcément pour des gros problèmes. Là, il faut être sérieux. Il faut, je veux dire, bon, écoutez, allez voir plutôt telle ou telle personne que je peux vous conseiller. Quelqu'un qui maîtrise beaucoup plus la psychologie humaine en profondeur, etc. Mais pour des gens qui sont un peu perdus suite à des ruptures, je crois beaucoup pour les jeunes qui cherchent à s'orienter, qui se cherchent, c'est le cas de le dire, c'est très important. Pour des fois mettons des parents qui viennent d'avoir un enfant et ils ont besoin un peu de se remettre en question sur comment le couple va continuer, ce genre de choses. En fait, j'imagine qu'il y a beaucoup de tournants dans la vie où les gens ont besoin de faire un point avec quelqu'un d'extérieur, même à leur réseau relationnel normal, je dirais. Ils ont besoin d'avoir un œil extérieur, une oreille anonyme, neutre, et en ce sens, c'est bien. Des fois, par exemple, on voit bien des gens, ça m'arrive que des gens dans la rue me parlent, ils vident leur sac, quoi. Mais parce qu'ils me verront plus, ils savent qu'ils me verront plus, et donc ils peuvent se lâcher. Et donc c'est pour ça que les gens se confient à leur toubib, parce qu'il y a le secret médical, ils se confient au tarologue parce qu'ils ont confiance avec la personne, ils savent que ça va pas sortir, c'est privé, quoi. Et donc c'est ça, je pense que c'est une relation importante entre les êtres humains, une relation de confiance. Et c'est là, en ce sens, je trouve que les tarologues, ils font un travail intéressant pour aider les gens. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je buvais tes paroles parce que c'est mon sentiment aussi. Et je fais exactement comme toi, un petit distinguo, qui n'est pas petit en vérité, mais qui est les escrocs, parce qu'il y en a. Par contre, ça c'est autre chose.
Mais pour ceux Mm. qui ne sont pas des escrocs, qui ne sont pas des charlatans et qui sont juste dans leur authenticité, qui s'intéressent vraiment aux autres et qui sont tournés vers l'humain, le lien, etc., ben, ils peuvent être des personnes, des médiateurs de confiance. Ouais. Et je pense que beaucoup de tarologues jouent ce rôle d'une bonne façon. Et en effet, j'avais pu dire à ce propos d'ailleurs, ici ou là, que de mon point de vue, c'est même en fait un peu une fonction sociale anthropologique hein, qu'ils assument, un petit peu comme les Mhm. certains devins, certains voyants. La vérité de leur art ou de leur science, moi, j'en ai aucune idée, mais limite, c'est même pas trop mon sujet. Je vois que des gens les sollicitent parce qu'ils en ont besoin. S'ils Mhm. arrivent à les aider, quel que soit leur art, leur science, bah, tant mieux, quoi. Ils assument un rôle social. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de tarologues qui sont un petit peu dans ce créneau-là, quoi. Ouais. C'est vrai. Merci beaucoup pour tes mots et pour les nuances que tu es capable de faire. Je suis d'origine, quand on dit modeste, je trouve ça débile. Modeste, j'aime pas du tout ça. Mes parents étaient d'une catégorie socio-professionnelle tout à fait ordinaire, employé ouvrier. J'arrive sur Terre en 1956 à Montpellier, d'une mère d'origine espagnole, Lioré, et d'un père lyonnais. Ils se sont rencontrés à Montpellier, bon, pour de la vie. Et moi, je suis né à Montpellier. Et ensuite, mon frère est arrivé, un frère un an après moi, un frère qui se révélera être handicapé. Et donc, ça va être difficile, très difficile pour mes parents et difficile pour moi en fait, parce que bon, je me suis rendu compte que j'avais pas honte, mais pas loin, d'avoir un frère handicapé, et je le reconnais. Et alors, je le défendais bien sûr, parce qu'il était handicapé, mais comment dire, mental plus que physique, même s'il était aussi grand que moi, mais avec 30 kilos de moins. Donc, il était maigre, il était maigre. Il a eu tout, les scolioses, les syphoses, les pieds plats, la tuberculose. Il a tout eu, ou presque. Et enfin, il a eu beaucoup de choses dans son corps. Mais c'était mon frère. Et il est décédé il y a 1 ou 2 ans, là. Et on a toujours gardé un lien. Mon frère, il m'a toujours vu comme un idéal pour lui. J'étais le grand frère, j'étais, tu vois. Et donc, quelque part, il me portait. Parce que bon, quand tu es très jeune ou ado, tout ça, tu doutes de toi et tu as un frère qui t'admire. Je me rends compte que, à sa manière, il m'a beaucoup aidé. Tu vois. Et alors que moi, j'étais un peu complexé de mon frère. Mais je l'amenais un peu avec moi, mais pas trop. C'était compliqué, mais c'était donc, j'étais pas l'enfant unique. Donc, j'ai appris à partager avec quelqu'un, partager des choses intéressantes, tout en étant avec quelqu'un qui était complètement différent de la norme. Et je sais pas si c'est lui, après tout, parce que bon, on prend pas le compte de tout. Moi, je ne me suis pas analysé, donc je ne sais pas vraiment. Mais je pense à la réflexion à 69 ans maintenant que ben il était pas là pour rien, sûrement, et qu'il faisait partie peut-être d'un programme qui faisait que j'avais besoin d'avoir, pour calmer un peu mon ego, d'avoir quelqu'un à aider en même temps qui pouvait me rassurer et qui, ne serait-ce que par sa différence de comportement et d'être, et même physique, faisait que il y avait autre chose que la normalité qui existait sur Terre. Et l'ésotérisme, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est entre guillemets anormal, parce que c'est pas normal de croire en l'ésotérisme, d'être sensible à ça. Les gens dans notre société, l'ésotérisme est mal vu. C'est les sorciers, c'est les jeteurs de sorts, c'est ci, c'est là, c'est le mauvais œil, c'est tout ce qu'on veut. Alors que ça peut être tant d'autres choses intéressantes pour le développement des gens, et en particulier, je trouve, des jeunes pour les orienter, je trouve que c'est très important. Et ça manque parce que bon, en France, on est assez incapable d'orienter les ados, les jeunes. Je vois, c'est un parcours sup, un truc comme ça, c'est incroyable. Ils ont fait ça, on dirait que c'est un énarque qui a fait ça. Bon, ça marche pas comme ça, l'orientation dans la vie. C'est pas ça. C'est en fonction de comment tu es arrivé, comment tu es constitué, les outils que tu as à l'intérieur, de ton milieu social, des influences que tu as, de tes affinités, de tes goûts, puis après, tu vas aller vers telle ou telle direction et des opportunités de rencontre qui font beaucoup dans la vie.
Mais les opportunités tombent pas également, je pense, par hasard. Si on est ouvert, eh bien, on a plus d'opportunités que si on est fermé. C'est toute une manière de vivre. Et ça, il est évident que c'est pas un énarque qui va aider, qui en pondant un programme pour faire ça. Non. C'est pour ça que l'orientation, je pense, c'est pas qu'en France, mais l'orientation, c'est un gros défi et il y a énormément. Pour moi, l'éducation nationale, la priorité, ça devrait être comment on va sentir comment sont les jeunes pour leur apprendre plusieurs choses, un panel, et découvrir leur sensibilité et là les aider à ce que eux s'orientent et pas leur dire tu es bon pour ça et pas pour ça. Non, c'est comme ça, c'est différent. Enfin bref, je divague un peu. Pour toi, si tu devais attribuer un nombre à ton frère, quel serait le nombre de sa vie ou le nombre de sa personne? Et aussi, est-ce qu'il y a un atout dans le tarot qui te permettrait de le présenter, ton frère, d'en parler, qui est assez bien associé à ce qu'était ton frère pour toi? Comme je connais sa numérologie par cœur, en fait, il y en a deux. Je dirais, c'est 8 et 9. Une carte qui me ferait penser à lui. Au départ, physiquement, je pensais l'empereur, du Gerguerre. Ouais. Et après, en regardant les cartes qui étaient un peu là, celle-là, elle me semble assez évidente. Hein. Étant donné ce qui s'est passé, c'est un enfant handicapé. Bon, il était attendu. Et voilà, je le vois lui et mes parents, et puis un jugement qui fait que bon, ça a été dur pour mes parents, tu vois, un peu dur pour moi aussi, mais surtout dur pour eux, quoi. Donc voilà, l'empereur et le jugement, l'empereur par le côté un peu raide, mais finalement non, le jugement c'est mieux. Qu'est-ce qui te fait dire ça comme ça? C'est un petit peu la sentence divine, comme quelque chose qui s'abat comme ça, c'est ça? Il y a un peu ça, il y a le fait qu'il soit là, le père et Oui. la mère, avec Ouais. l'enfant, tu vois, et il y a quelque chose il est arrivé. Et il a apporté un bouleversement, quand même, il faut le dire. Ouais. Parce que bon, un couple qui a eu un enfant, qui un an après en a un autre, et qui se révèle être un enfant handicapé, ça a été terrible pour mes parents, je pense. Et du coup, ils ont arrêté d'avoir des enfants. Ma mère voulait par exemple une fille, donc elle a eu deux garçons, mais ils ont plus voulu en faire après. C'est assez souvent le cas. Moi, quand Oui. j'ai travaillé dans un foyer handicapé, là aussi, il n'y a pas de hasard. Pourquoi j'ai travaillé dans un foyer handicapé? Parce que j'avais un frère handicapé. J'ai réalisé après. Et c'est souvent le cas comme ça. Ça marche souvent comme ça, la vie. On réalise après. Oui. Et Oui. donc, le 8 et le jugement. Le jugement pour tout ce que je viens de te dire, pour Ouais. mon frère. Et Oui, le j'écoute. 8 parce que il y a le côté Alain c'est 1 et Renaud c'est 7, 1 plus 7 égale 8. Et en plus, il était né un 8. Donc c'est là, je dis que c'est un nombre marquant chez lui. Et Et il avait un nombre intime, le 9, tu vois, par exemple. d'accord. Quel aspect du 8 pour toi, s'exprimait chez lui ou l'inverse? Je ne sais pas comment tu le dirais. Dur, il était complètement dans un 8 bloqué, si tu veux, dans son corps par tous ses handicaps. Son aspect impulsif aussi, parce qu'il était très impulsif, colérique, et pas oublier qu'il est ascendant scorpion. Hmm. Et donc, le scorpion et le 8, ben, on L'élite. y est. C'est dans son domaine, quoi. Et avec moi, ça faisait des fois des étincelles. Donc, le 8, c'est ça, pour moi. Et en même temps, il m'a étonné des fois, parce que il avait des lucidités il avait des moments très lucides. Alors que le plus souvent, il était inadapté socialement à la vie, quoi. Faut le Oui, dire. bien sûr. Et donc, c'est l'aspect double du 8 où tu as des 8 qui sont très durs, mais en même temps qui sont capables d'avoir une ouverture qui transcende le 8 si tu veux. Il y avait un mot qu'un numérologue employait. Moi, j'avais appelé ça spiritualiser la matière. C'est-à-dire que le 8, c'est quand même deux fois le 4, et si tu le transcendes, ben, comme le scorpion peut le faire, ben, Ouais. tu passes à un autre niveau.
Tu n'es plus dans le scorpion qui est dessous, mais tu es dans l'aigle. Parce que c'est un signe double. Le scorpion, il a à la fois le scorpion et en même temps il est l'aigle dans la mythologie. Mais l'aigle est en haut et le scorpion il est dessous, sous les rochers. C'est un peu des images, mais c'est ça. Donc le scorpion peut aller chercher des choses est dangereux, etc. Mais en même temps, l'aigle, il survole les choses. Il est capable d'aller au-dessus des choses, d'avoir un regard d'aigle. Oui, comme Tu au-dessus vois? du carré de la matière, ouais. Ah, absolument, voilà. Et donc, le 8 est capable des deux, du meilleur comme du pire. Il peut y avoir des 8 qui sont vraiment des sadiques, des gens très dangereux, et en même temps des 8 qui sont des gens qui ont un don. Les magnétiseurs sont souvent marqués par le 8, par exemple. Mais également certains tueurs également. Hmm. Le 8 est capable du meilleur et du pire, et c'est pas une légende, quoi. Je veux dire, Hmm. c'est souvent ça. Ceci dit, on peut évoluer de l'un à l'autre. Il y a des soldats qui ont été des gros guerriers qui ensuite deviennent quasiment des prêtres, hein. Je veux dire, Ah ben, ils évoluent. tu Ils fais bien évoluent. de le dire. Je suis né enfin, j'ai grandi en tout cas dans un petit village des Alpes-Maritimes de 300 habitants. Il y avait plus de bétail que d'habitants. Et le prêtre du village est un ancien soldat qui a été mitraillé à la guerre mondiale et jeté dans la fosse commune, quoi. Et il Ah était ouais. toujours en vie à ce moment-là. Et donc, c'est une histoire qu'il nous racontait souvent quand on était petit. Je suis pas du tout, pourtant, j'allais pas à la messe parce que je suis pas catholique, mais chaque fois que je le voyais, il me racontait ça. Et dans la fosse commune, en tant que soldat mitraillé jeté aux morts, il s'est dit, alors là, si je réchappe de ça alors qu'on est en train de m'enterrer vivant, Ouais. je me fais prêtre. Ah ben voilà. Banco. Hein. Donc tu vois, j'en connais un de ce que tu décris. Il est sorti, quelqu'un l'a entendu gémir finalement, ils l'ont sorti de la terre et il est Ah, devenu prêtre et il officiait à la fin de sa vie dans le petit village où j'ai d'accord. grandi. Et peut-être qu'il était marqué par un 8 sublimé comment savoir, peut-être avec son nom. Ouais. Ah oui. Non, parce que là, effectivement, là, il a dû analyser. Si je m'en suis sorti là, c'est que vraiment Dieu existe, quoi. C'est ça, c'est ce C'est qu'il a qu'il y a dit. quelque chose. C'est un Voilà. peu la carte du jugement que tu montrais aussi, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Exactement. Borghini, hein, il s'appelait. Ah ouais. C'est un peu ça. Il, Il il s'est dit, sait- voilà, mais c'est qu'il y a un Dieu, quoi. C'est qu'il y a un Dieu si. c'est qu'il y a un chemin, il y a une destinée, il y a quelque chose au-dessus, au-dessus de nous, parce que sinon j'aurais dû mourir, non, normalement. C'est Et ça. donc, c'est que C'est j'ai qu'il y peut-être a. quelque chose à faire de bien dans la vie. Ce que tu viens de dire, c'est vachement bien formulé. C'est ça, en fait, intimement qu'il a dû se dire. C'est qu'il y a un chemin pour moi. Oui, je pense. Ce qu'on appelait avant vocation, c'était ça, en fait. Ouais. Un appel, quoi. Voilà. Ouais, la vocation, je dis pas qu'il n'y en a pas. Il y en a, c'est sûr. Mais je pense il y a des circonstances qui font que tu te transformes. La vie te transforme et quand tu as un grand choc, eh ben, tu as un carrefour et tu changes de direction, hein. Ouais. Des gens qui ont vécu la guerre, euh, ça c'est un exemple, mais des gens qui vivent des grosses choses ou des expériences de mort imminente, ils sont transformés, les gens. Ils changent Complètement. complètement. Ils étaient matérialistes, d'un coup ils deviennent complètement spiritualisés. Ça existe Oui, parce ça qu'ils se donne un disent, sens à leur vie. voilà, ou des ruptures sentimentales qui font que la personne avait un trop gros ego, donc elle était vraiment chiante en couple, et puis après, ça lui fait une baffe dans la tête, et après, ben, il se remet en question. Et comme il s'est remis en question, ben, c'est un mal pour un bien. Et donc, c'était nécessaire, et il peut dire merci à celle qui l'a quitté, par exemple, ou à celui qui l'a quitté, parce que ça lui a permis d'évoluer. Ouais, Voilà. complètement. Complètement. Dis-moi, quand tu as Oui. parlé de cet autre aspect qui des fois se manifestait chez ton frère, Hum, lucidité, ouverture, hum. est-ce que il y a un atout pour toi dans le tarot, une illustration d'un atout qui pourrait évoquer ça, cette lucidité tout à coup, cette ouverture, ce choc sublimé pour le meilleur? En même temps, il avait des lumières. Tu vois, Le il avait capucin. des lumières. Moi, j'ai pas beaucoup parlé intellectuellement avec mon frère parce que c'était pas facile, mais je pense qu'il m'a vraiment aidé, moi, et je vais essayer de l'aider à ma manière, bien sûr. D'ailleurs, j'ai aidé jusqu'à la fin parce que j'ai été son curateur, etc. Avec j'organise sa vie matérielle, quoi. Eh oui, Je pense qu'il a fait partie de mon chemin de vie, c'est le cas de le dire, et qu'il était nécessaire après coup.
Et de la même manière que j'ai sûrement dû être nécessaire pour lui, parce que bon, il faut pas seulement se voir soi, mais lui, il a dû vivre cette vie-là. Pourquoi il a dû vivre cette vie-là? On se pose des questions quand même. Après, on peut dire Dieu n'existe pas. La preuve, il y a des handicapés, il y a des il y a des meurtres, il y a des assassins, etc. Mais on ne sait pas les tenants et les aboutissants de tout ça. Hein. On ne connaît pas le millième de nos destinées. On ne Et connaît pas bon, le fin mot de l'histoire, je crois, oui. on ne connaît pas le fin mot de l'histoire. Et je ne sais pas si même à la fin on le saura. Et y a-t-il une fin? On ne sait même pas. Et voilà, et il y a peut-être pas de fin en plus. Alors bon, on ne sait pas. Mais On ne sait l'important pas. c'est le présent. L'important c'est de vivre. C'est beau, tu vois, quand je t'ai posé la question, est-ce qu'il y a un atout pour toi qui pourrait illustrer cette lucidité que tu as pu voir parfois chez ton frère? Et donc tu nous parles de l'ermite Ouais, qui ouais, porte ouais. cette lumière. D'autres tarologues contemporains voient souvent cette thématique dans la maison de Dieu parce que beaucoup l'interprètent cette image comme une ouverture vers le ciel, etc. Je pensais un peu naïvement que tu allais penser à la maison de Dieu et non, c'est l'ermite que tu Mm, nous présentes et je trouve ça très beau parce que du coup, tu m'as fait penser au fait que, en fait, au XIVe siècle et au XVe siècle en Allemagne, beaucoup au nord de l'Europe, c'était un thème tout à mhm, fait classique, en fait, je me suis rendu compte. Et ce moine ou cet ermite qui tient une lampe intervenait beaucoup dans un contexte iconographique chrétien classique, mais tu vas voir où je veux en venir, qui du coup me fait penser à ton histoire et de la façon dont tu nous en as parlé. Ben, c'est tout simplement l'épisode de Saint Christophe qui porte sur ses épaules la lumière, mm. Jésus, le petit enfant Jésus qu'il faut bien aider. Lui Oui, aussi, il est appelé à quelque chose pour les chrétiens. bien sûr. Et donc cet ermite, voilà, juste avant que le tarot ne naisse, il intervenait beaucoup. On voit en fait Saint Christophe qui porte Jésus, et puis sur le côté, parce que sans doute c'est la nuit qui commence à tomber, un ermite ou un moine qui éclaire son chemin et qui aide Saint Christophe, qui lui-même aide Jésus. Et c'est très beau parce que ça me fait penser à ce que tu as dit tout à l'heure, que tu avais le sentiment des fois que ton frère t'avait porté. Mm. Voilà, donc je trouve ça assez émouvant que tu présentes l'ermite, porteur de lumière. Donc moi, d'où je viens, donc Montpellier, je commence à faire à partir de la troisième, je me rends compte que j'irai pas plus loin parce que dans le circuit normal, parce que je ne sais pas pourquoi. En fait, si, je sais pourquoi. C'est moi, je suis né en 56. Quand j'ai 12, 13 ans, il y a les maths modernes qui arrivent. Je savais lire, écrire, compter, faire les surfaces, calculer les volumes, tout ça. Il y avait aucun problème, comme beaucoup de gens de mon époque. Mais quand ils nous ont mis les maths modernes, ils ont tué les moyennes en maths. Parce que les patates, les 1 plus 1 égale A plus, etc. Là, j'ai complètement décroché. C'est pas compliqué. J'avais 0 de moyenne en mathématiques d'un coup, Ah ouais. très rapidement. Alors que dans les autres matières, j'étais bon. En français, comment dire, j'ai changé des dissertations contre des CD, des disques vinyles à des copains. Tu veux une dissertation, ben je te la fais, tu vois. Et en anglais, sans apprendre, le prof il disait, ah, vous avez le sens de l'anglais, Reno. Alors c'était, ça me sortait comme ça. Donc j'étais bon. Si on avait enlevé les mathématiques, j'aurais pu avoir le bac sans problème. Mais bon, il faut quand même, si t'as un zéro, ça te plombe. Donc ça a fait que à la troisième, on a dit, en seconde, vous direz jamais, en gros, et donc vous partez dans un enseignement technique. Donc je suis rentré dans un collège d'enseignement technique, et comme là on parle de goût, j'avais envie de voyager. Mon truc c'était de partir à l'étranger, de voyager. C'était l'époque un peu des babacous, donc je me voyais bien partir en Inde parce que pour moi c'était le truc absolu, le truc le plus mystérieux possible de l'époque. Hein. Et donc l'Inde et l'Asie quoi. Et donc je me dis mais pour aller là-bas, il va falloir que tu manges, que tu te débrouilles pour gagner de l'argent. Comment faire? Comme tu n'as pas de qualification, il faut en acquérir une que tu peux faire n'importe où. Et comme ma maman me faisait de la cuisine, des cakes, etc., et bon, que j'aimais bien manger, eh bien, je me suis dit, ben, je vais apprendre la cuisine. Comme ça, la France, les cuisiniers, comme ça, je pourrais aller à l'étranger et travailler sans problème. Comme ça. Donc, je rentre dans la semaine technique de la cuisine,
En 2 ans, je décroche le CAP et le BEP. Et me voilà dans ce milieu où, bien entendu, un gars comme moi, c'est un ovni. Parce que bon, j'aimais manger, je savais cuisiner, j'ai appris à cuisiner. Mais Mais le tu parlais milieu des... d'ésotérisme au milieu de la cuisine, quoi. Non, j'en parlais pas. Tu peux pas en parler, personne ne peut comprendre. Et puis, j'étais pas encore très très versé dans l'ésotérisme. J'étais dans ce truc, j'avais rempli un objectif technique, voilà, pour pouvoir partir. Les choses de la vie ont fait que, je suis resté, je suis pas allé en Inde parce que j'ai rencontré une nana. Et le copain qui devait partir avec moi en Inde, ma maman avait tellement peur que je parte que plusieurs mois après, elle m'a appris que le gars était venu me chercher et qu'elle avait dit que j'étais parti. Donc elle me l'avait jamais dit. Elle me l'a dit bien après. J'en ai un voulu sur le coup. Hein. Ah, tu me l'as laissé partir, etc. Et lui, il est parti en Inde, il est revenu, etc. Après, je l'ai plus jamais vu. Mais bon, peu importe, pour la petite histoire. Lui, il est parti. Et moi, non, je suis resté là. Et après, j'ai continué à ma vie, etc. J'ai commencé à travailler dans des cuisines. J'ai eu une opportunité de rencontre et de faire un truc complètement différent. C'est-à-dire que j'étais pas du tout ni kiné, ni ma sœur, ni quoi que ce soit. Et par les rencontres, on me propose d'aller à Paris. J'étais à Montpellier, donc d'aller à Paris, nourri, logé, blanchi, et j'allais masser des gens dans un centre anti-stress. Une expérience extraordinaire. J'y vais, je dis oui, banco, j'avais rien à perdre. Tout à gagner. La Ah oui. curiosité, je vais là-bas. En 15 jours, 3 semaines, on me met une blouse blanche et on m'apprend à masser des gens, à se connaître les points d'acupuncture, etc. Les massages, la pression par les doigts de 3 kilos, pas plus, le magnétisme. On m'apprend à poser les mains. Moi qui doutais que je pouvais avoir quelque chose, je me rends compte que mes mains, petite anecdote là, en l'occurrence, elle est pas mal celle-là. J'apprends à masser les gens, mais à les masser à 3 kilos, donc sur tout le long des points d'acupuncture, sur la totalité du corps, hein, total, des orteils jusqu'à la tête, de recto verso, etc. Sauf les zones sexuelles, bien sûr, quand même. Et à un moment donné, dans entre guillemets, mes patients, j'avais un gars qui était chercheur à l'INSERM, bon, qui se faisait masser pour des problèmes, je pense, de surpoids, parce que c'est la raison officielle du truc, c'était centre anti-stress, mais anti-obésité et anti-stress. Donc déjà un peu stressé avec un peu de surpoids. Et je le masse, et à la fin, il était sur le dos, je mets mes mains sur les chakras, et à un moment donné, j'étais derrière lui, il me dit, je fais donc l'imposition, donc à 1 ou 2 centimètres, il me dit, elle est où la lampe? Je dis, quelle lampe? Il me dit, la lampe à infrarouge. Infrarouge, la chaleur. J'ai dit, mais il n'y a pas de lampe. Et il regarde, il me dit, il me dit, c'est quoi? Je dis, c'est mes mains, c'est juste, j'ai que mes mains. Il dit, mais vous avez un don. Vous savez. Je lui dis, non, j'ai pas de don. Toujours dans l'explication du rationnel, tu vois. J'ai pas de don. J'ai des mains et c'est des centres d'énergie. Donc, quand on met les mains, il y a un contact et donc, ça fait, ça clenche quelque chose. Il me dit, mais c'est un gars de l'INSERM quand même. Il cherchait la lampe infrarouge, c'est logique. Incroyable. Ouais. Voilà, tu vois. Et donc, ça, c'est une petite anecdote savoureuse entre le rationnel et l'irrationnel qui se rencontrent. Et alors que, bon, et tout ça, c'est de l'humain, quoi. Voilà, donc je fais short. Hein. Je passe 1 an à peu près sur ça. Les rencontres toujours affectives. Je descends avec une nana, je quitte Paris, une catastrophe. Pas une catastrophe, c'était une fuite organisée, disons, parce que bon, son ex m'employait, donc il fallait qu'on parte tous les deux. Donc on a fait une évasion, c'était Pas fiscale, mais amoureuse, quoi. amoureuse, tout à fait. Et on a rien dit à personne, ni à ses parents, ni aux miens, ni à personne. Et du jour au lendemain, on est parti un week-end. Paf, je m'en rappelle, c'était le jour. Et on débarque, elle avait choisi, elle me dit, on a qu'à prendre à Marseille. Je dis, moi, je veux pas retourner à Montpellier, il y a mes parents. Ah non, on va changer. Mais le sud, oui, elle aimait bien. Elle me dit, si on allait à Marseille, hop, on va à Marseille. Paf, on avait 4 sous dans la poche, une baloche, et on prend le train, on arrive à Marseille.
Bien entendu, on cherche du travail. J'avais quitté donc la cuisine. Moi, je restais dans cette histoire un petit peu de massage, tout ça, ça me plaisait. Je me suis dit, si je faisais ça, j'ai mis, mais j'ai aucune qualification reconnue. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je commence à regarder un petit peu vers les kinés, tout ça, et puis je me rends compte que, soyons réalistes, je pourrais jamais rien faire sur ça parce que personne va m'employer. J'ai aucune formation, j'ai que ce que j'ai appris, mais personne fait ça à l'époque. C'était en 82. La kiné n'était pas connue trop en France et tout? C'était pas encore... La kiné était connue, mais pas la kiné massage sur les méridiens chinois. Non, Ah ça, ouais. il y en avait très très peu qui faisaient ça, j'imagine, et surtout des Chinois. Et bon, ils faisaient de l'acupuncture, mais très peu de kinés s'occupaient de médecine orientale. Ouais. Absolument pas, hein. T'étais un précurseur alors. Je me suis rendu compte surtout que je pourrais pas faire ça à moi, à Marseille. Donc je me dis, bon, valeur sûre, il te reste un truc, la cuisine, ben va dans une cuisine. Ça te sera toujours mieux payé. Et effectivement, c'était mieux payé. Et là, j'ai trouvé rapidement du travail. Je suis resté 5 ans dans une cuisine. Et après, j'ai changé à la fois de femme et de cuisine. Après, je suis allé bosser 5 ans dans un foyer, comme cuisinier toujours, dans un foyer d'handicapés. Parce que c'était effectivement la seule formation que j'avais qui tenait la route, quoi, financièrement. Et les aléas de la vie font que le syndicalisme, je m'embringue dans le syndicalisme pour un problème personnel, et du coup, comme il voit un peu que, on va dire, comme il voit mon tempérament, il se dit, oh, mais toi, tu pourrais bien faire un bon délégué syndical, en fait, réfléchis. Je réfléchis, après il me bombarde délégué syndical, c'est parti pour 5 ans de guerre, au front social. Euh, voilà, ça me permet deux choses. Ça me permet d'apprendre beaucoup de choses différentes sur l'être humain, parce que quand tu es syndicaliste, tu vois aussi la nature humaine. Ah oui. C'est vraiment du social, le syndicalisme, hein. Donc tu vois des gens dans des situations assez dures. Ça me sortait de ma cuisine tout en y étant dedans, parce que je faisais les deux en même temps. Et les aléas des rencontres, là aussi, font qu'un ami de mes parents était syndicaliste. Il avait même créé la branche maritime de la CFDT et il faisait syndicaliste depuis très longtemps, et il avait pris sa retraite et il s'occupait de la zone sud de la France, un peu bénévolement. Il avait un gros coup dur sur 7 et j'étais en vacances chez mes parents à côté de chez lui et il me dit ben Yves, tu parles anglais toi? Je lui dis ouais. En plus j'avais découvert la numérologie, donc je dévorais les bouquins américains et anglais Eh oui. de numérologie, donc moi l'anglais ça allait, il y avait pas de problème. Il me dit, parce que moi, je parle pas un mot d'anglais et lui, il avait toujours une interprète. Il payait une interprète pour aller négocier sur les bateaux. Ah oui. Donc, il me dit, écoute, si tu viens avec moi sur le bateau, on fait ça à 7 et puis ça m'aiderait beaucoup. Donc, j'y vais, on passe 2 jours à négocier des trucs sur des bateaux, des rappels de salaire pour un chef mécanicien, pour tout ça. Et ça se passe très bien. je gueule à l'armateur au téléphone. Si vous payez pas le marin, on va bloquer votre bateau. En anglais, oui, oui, block the ship, etc. Donc, on avait gagné l'affaire. Ça avait fait impression, quoi, auprès de l'ami de mes parents. Et puis, bah, putain, c'est bien débrouillé grâce à toi, c'est super. Il me remercie bien. Et puis, 6 mois passent. Et puis, un soir, il m'appelle. J'étais donc dans ce foyer handicapé comme cuisinier. Et puis, bon, c'était la guerre au front, hein, donc je savais que j'allais quitter cette boîte. Donc, je cherchais un peu comment faire. Il me dit, écoute, tu t'es bien débrouillé à 7 et on cherche quelqu'un. Donc, ça te dirait pas de faire ça à plein temps, payé? Je lui dis, ben, pourquoi pas? Je lui dis, mais il faudra m'apprendre. Il me dit, il n'y a pas de problème, on t'apprendra. Combien tu gagnes? Tu gagnes tant? Bon, ben, écoute, on va te donner 1000 euros, 1000 francs de plus, quoi. Et tu viens à Paris, tu passes un entretien, etc. C'est ce que j'ai fait. Je suis allé à Paris, hein, au siège de la CFDT, j'ai passé un entretien en anglais. Ça a été concluant, et comme j'avais déjà les deux qualités, c'est-à-dire être anglophone et être militant syndical, ça faisait 5 ans que j'ai été choisi, et là, j'ai fait ça pendant 30 ans. Donc j'ai arrêté l'année dernière. Pendant 30 ans, j'étais inspecteur maritime syndicaliste, tu vois.
Pas du tout sur l'aspect technique, mais sur l'aspect des conditions de travail, les salaires. Je mettais les gars en grève, ou j'arrêtais les grèves quand il fallait arrêter, parce que Ok. bon, quand on avait gagné, Ouais. des fois il faut les arrêter parce qu'après ça n'arrête plus. Il faut les démarrer. Le plus dur, c'est de démarrer. Après, des fois, c'est de les arrêter. Comme s'il y a des Russes ou des Ukrainiens, tu sais, ils partent au front. Hein. Je Ah comprends oui. pourquoi les Ukrainiens, moi je les connais bien, moi, les Ukrainiens et les Russes. Hein. C'est des guerriers, les deux. Hein. Ce sont des guerriers. Ce sont des frères qui se battent, mais ils sont aussi costauds les uns que les autres. Hein. Ah ouais. Et ah ouais, les marins aussi, c'est pareil. Mais sur un bateau, ceci dit, ils se battent pas. Hein. Les Russes et les Ukrainiens sur les bateaux, en ce moment, ils vivent ensemble. Hein. Parce qu'ils savent qu'ils ont tous les deux le même intérêt, ramener de l'argent pour leur famille. Donc la politique, c'est autre chose. On s'occupe du bateau et on s'occupe de gagner notre vie. Et il n'y a aucun problème quasiment sur les bateaux, ça je peux le dire à tout le monde. Hmm. Quelques rares cas, un fada, quoi, mais bon, mais autrement, ils sont très lucides sur leurs dirigeants, sur la corruption, sur Ah si, oui. parce que les marins, ils naviguent à l'international beaucoup, et à l'étranger, ils voient beaucoup de choses. Ils voient la corruption dans les ports, ils voient les batchiches, ils voient si, ils voient les promesses politiques, ils voient la différence Bien entre sûr. ce qu'on leur dit à la télé ou à la radio chez eux ou dans les journaux et ce qui se passe dans la réalité quand ils vont dans un port américains ou français, quand on leur dit que là-bas c'est voilà, ou quand on leur dit l'inverse, que là-bas c'est le couteau entre les dents. Non, non. Hmm. Ils sont assez lucides sur tout ça, les marins. C'est un peuple spécial, les marins, que j'ai appris à connaître. Je n'étais pas du tout marin, je savais juste nager, comme je dis. Et donc les marins sont des gens très très intéressants parce qu'ils ont une expérience assez large dans la vie. Ils lisent beaucoup aussi les marins. Ils Ouais. ont du temps parce qu'ils bossent 12 heures par jour, mais après le soir ils sont tout seuls, donc ils bouquinent, ils s'instruisent, ils écrivent. Ouais, Voilà. ouais, j'ai un ami qui était marin dans l'armée, sous-marin d'ailleurs, Ah et ou alors là oui. qui répond assez précisément à la description que tu viens de faire. Je pense qu'on peut dire qu'il fait partie ou qu'il faisait partie du peuple des marins. Exactement comme ça, et très lucide sur les choses du monde, donc d'ailleurs assez calme par rapport à tout ça, qui Mm. comprend bien la notion d'intérêt et qui lit énormément, qui a jamais cessé d'ailleurs. Ouais. Donc oui, oui, c'est un ami d'enfance, mais il correspond bien à cette description-là. Oui, oui, mais moi je connaissais pas le monde maritime, j'ai découvert que les marins en fait sont des gens très intéressants qui réfléchissent beaucoup. Ce sont des intellectuels avec des mains. Tu vois ce que je veux dire? Parce que des fois, ils sont mécaniciens, mais ça n'empêche pas qu'il faut beaucoup réfléchir pour manipuler une machine. Hein. Et ils ont beaucoup d'intuition, parce qu'en mer, il faut quand même sentir des choses, c'est très mouvant. Bon, là, je reviens sur la numérologie. Moi qui manipulais les listes d'équipage de marins, etc., ils sont assez marqués par le chiffre 7 et le chiffre 9 et le 8 aussi. Mais le 7, c'est vraiment, comme on dit, c'est le nombre de la mer. Hein. Et le 9 pour l'international, bien sûr. Et le 8 par l'aspect très pratique, pragmatique des choses, très physique aussi. Et on voit souvent des nombres comme ça. Et les capitaines sont souvent marqués par le 3. Le 3, c'est la communication, mais c'est également c'est les chefs quand même. Hein. Ils aiment bien chefer, les 3 quand même. Je remarque. Bon, enfin, sans vouloir faire des généralités, mais bon, ça se retrouve quand même pas mal. Mais le 7, ça m'avait marqué. Les gens marqués par le 7 sont vraiment spéciaux, quoi. Et ça correspond bien avec les marins. C'est bien l'élément liquide, ça leur va bien. C'est marrant que tu dises ça parce que, comme tu parles de numérologie, il y a beaucoup de gens sont venus au tarot par finalement la numérologie. Ils ont fait d'abord de la numérologie, ensuite ils arrivent dans le tarot. Oui, Et souvent dans ce mouvement, quand ils arrivent au tarot, ben, ils arrivent au tarot de Marseille et souvent au tarot de Grimaud. oui, Et donc ils font de la numérologie avec les numéros d'atout de ces tarots-là. mhm, Ensuite, quand on s'intéresse à l'histoire du tarot, on découvre ce qui nous stupéfait sans doute au départ, qu'en fait les numéros des atouts et des illustrations ont varié à travers les âges. Et mhm. pour certains, c'est trop déstabilisant. J'en ai rencontré, comme Oui, ils ont trop l'habitude de faire leur numérologie avec les numéros d'atouts, par exemple, du tarot de Marseille, ils n'arrivent pas, ça les bloque, ils comprennent pas comment ils pourraient se mettre à jour et actualiser tout ça. Et donc, oui, pendant que tu parlais du 7, je pensais au chariot, qui est l'atout dans le tarot de Marseille, qui répond de ce numéro. Mais tout à coup, tu parles de l'élément liquide et il me revient en tête que actuellement, pour certains des meilleurs spécialistes du tarot, je pense à Ross Caldwell, Thierry de Police oui, aussi, pour eux, l'ordre A florentin est sans doute oui, le plus l'initial, en fait, c'est sans doute l'ordre initial des atouts.
Et dans cet ordre-là, c'est la tempérance qui est en 7 avec ses fluides et avec son Ah oui. liquide. Et c'est marrant, juste le fait que tu parles du 7 et du liquide Ouais. me fait penser à ça. Est-ce que tu voudrais nous dire deux mots de ça? C'est-à-dire que comment tu l'as vécu toi, si tu étais d'abord numérologue et que tu es toujours passionné par la numérologie, et ensuite la rencontre avec les numéros des atouts du tarot, et puis peut-être le fait qu'un jour tu as entendu parler du fait qu'en fait ça avait varié dans le temps. Comment ça s'est passé pour toi? Ça t'a bloqué, ça t'a déstabilisé, t'as réussi à retracer tout ça? Ça m'a posé aucun problème dans le sens où, bien sûr, je savais les relations entre numérologie et 22 arcanes majeurs, mais j'y attachais pas tant d'importance que ça. Pour moi, c'était pas le plus important. C'était presque anecdotique, quoi. Même si, bon, ça parle, mais pas plus que ça. Je fais confiance plutôt à un thème numérologique où il y a plus de 50 chiffres différents, quand même, dans ce que je fais, en tous les cas, pour, avec l'intuition et l'esprit analytique, focaliser sur, allez, il y a 2, 3 chiffres, ou 4, mais pas plus. Une personne, c'est rare qu'elle soit d'un seul chiffre, comme je dis, qu'il y a un seul chiffre qui ressort fortement, mais il y a 2, 3 chiffres qui ressortent, et avec ça, c'est suffisant pour faire l'analyse de la personne. Surtout quand on maîtrise, comment dire, la hiérarchie des nombres, c'est-à-dire là où ils sont placés. Par exemple, le jour de naissance, c'est très important. Le nombre intime, la somme des voyelles, c'est important. Le nombre d'expressions, et surtout s'ils se répètent à des endroits clés. Alors, effectivement, il y a les 22 arcanes majeurs, de chemin de vie. Bon, si c'est un chemin de vie 17, ça pourrait être l'âme 17, ok, et derrière il y a 8. Ok, mais c'est pas pour moi, c'est pas le plus important. Donc ça m'a pas du tout dérangé, ça. Je sais qu'il y a effectivement ces différentes méthodes, ces différents ordres, mais c'est pas important. Ce qui, je pense, est important, pour faire un aparté sur la numérologie ou même les tarots, c'est que quand on a une méthode qui marche, il faut pas la lâcher sans pour autant être entêté. C'est ça qui est difficile. C'est un peu comme quand quand on cherche un tarot qui vous plaît, ben, quand vous trouvez un qui vraiment vous plaît, ben, c'est pas la peine de mélanger 50 jeux, de se dire ah oui mais là il y a du bleu mais sur l'autre il est vert là, euh, Ouais. de se prendre la tête. Sinon tu vas bouffer des aspirines toute la journée. C'est pas la peine. Tu restes fixé sur ton truc et si ça fonctionne pour toi, et les personnes avec qui tu interagis, te casse pas la tête. Il y a du verre là, et alors, c'est un choix artistique, peu importe, on s'en fout. Tu l'as dans ta collection, c'est bien, il est joli. Voilà, il faut pas se casser la tête. Je suis d'accord avec toi. Moi, je connais un tarologue, il dit, moi, j'ai beaucoup de vos jeux, j'ai un tiroir, j'ai des patients consultants, je tire le tiroir et je prends un jeu au hasard. Pof, et ben, je tire avec celui-là. Ou alors je tire avec un autre. Un autre, il fait différemment, il met plusieurs jeux sur la table, il dit lequel vous voulez aux gens. C'est une manière de faire, donc ça ne le gêne pas d'avoir plusieurs tarots. Ouais, Et il maîtrise ça, parce qu'il se met au service de la personne, et il a compris que le tarot n'était pas un objet, entre guillemets, magique, mais était un ustensile qu'il a utilisé, mais c'est comme un cuisinier. Il peut avoir un couteau japonais bien aiguisé, ou un couteau Pinel un peu moins aiguisé, mais c'est pas le couteau qui fait le cuisinier. Comme il disait Jacques Messrine, le truand, c'est pas le revolver qui fait l'homme. et oui, C'est la main, c'est celui qui est derrière, quoi. Et pareil pour le cuisinier, pareil pour le tarologue. C'est pas le tarot qui fait le tarologue. Si clairement. le tarologue est bon, il peut tirer avec des 4 bouts de papier il met des chiffres dessus et il dit voilà, tirez 4 papiers, voilà. Et avec du papier, il va te faire. Clairement. Mais on dit pareil, Et je sais pas si tu es musicien aussi. non, je suis pas musicien. J'aurais aimé, mais je le suis pas. Je suis aussi musicien et tu sais, dans la musique, j'ai eu plusieurs professeurs qui étaient absolument géniaux. Et ceux-là, ceux qui étaient géniaux, avaient tous en commun de nous dire ça tout le temps. Chaque fois qu'on leur posait des questions, parce que je suis batteur. Mais là, Ouais. le fût, au niveau des tyrans, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'il soit un peu plus tendu que le fût alto. Et puis ils disaient, non mais Et attendez, voilà. attendez, vous n'avez pas compris en fait. Vous êtes musicien. Ce qui est important, c'est que vous soyez vous un bon musicien. Après, quelle que soit la batterie, vous tapez dessus et ça le fera. Moi, ça m'a Exactement. appris la débrouille de la batterie, donc Oui, encore, oui. encore récemment.
Une amie dans une association à côté là m'appelait un peu en panique. Il y a un groupe qui vient, la batterie elle est complètement en train de se démonter, tu peux venir m'aider. Donc je suis arrivé juste avec une clé pour monter un peu le truc pour l'aider. Et puis elle me Ouais, disait, mais c'est quoi? C'est une bonne batterie ça et tout. Et je lui ai dit, mais t'inquiète pas, juste on va la monter la batterie et puis le batteur il jouera dessus, c'est tout. Et si lui il est bon, ça passera. C'est absolument. pareil avec la cuisine, je suis d'accord avec toi, c'est pareil avec le tarot. Et la vie, même, j'ai envie de dire que ça, c'est la vie comme elle est belle. C'est-à-dire la vie, quand elle est comme ça, elle est belle. Quand on est capable Mm. de se débrouiller, d'improviser, c'est ce qu'on se disait Ouais, en off avant l'entretien. bien Quand on est sûr. capable d'improviser, de s'adapter avec souplesse, tout en gardant une rigueur méthodologique derrière, mais qui nous appartient, c'est magnifique. Et oui, quand quand tu as des bonnes bases, après, tu n'as pas besoin d'avoir un outil extraordinaire. Ça, c'est fait pour les marchands, ça. Voilà, une poêle, bon, mais elle attache un peu, c'est pas grave. Du moment que toi, tu sais à quel moment il faut retirer la poêle du feu, voilà, Ah, il etc. paraît que c'est même dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes, hein, je ne sais pas. Mais... Ouais, bon, enfin, faut quand même qu'elle soit bon, pas trop rayée quand même, mais bon. Mais effectivement, mais c'est pareil pour tout. Et pour le tarot, c'est pareil. Moi j'ai démarré avec le Grimaud pour faire des trucs. Quand j'y pense, maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que c'était laid. Quand Ah je oui. vois les beaux tarots historiques qu'il y a maintenant, je me dis, c'est pas possible. Comment j'ai pu faire des choses avec un tarot comme ça? Ouais, Eh ben, comme quoi, c'était pas le tarot qui était le plus important, c'était la manière que j'avais d'aller dessus et de faire exactement. travailler mon intuition et d'écouter et d'être à l'écoute des cartes et de me laisser imbiber par ces symboles, etc. Ouais. C'est ça qui fait que ça fonctionne en fait. Oui, c'est même le regard qu'on porte sur le tarot, c'est-à-dire que quand on le trouve beau, pour nous, Mm. il l'est, et donc la beauté est là, en fait. Moi, c'est comme toi, maintenant, quand je regarde le Grimaud, je suis un peu catastrophé, mais il y a une Mais, époque où je le trouvais beau. mais bien sûr. Donc, c'est bien qu'à un moment, la beauté était dans mon regard, et si nous, on le trouve beau, bah, on a confiance, la beauté nous porte. Mm. Et voilà tout, et l'œuvre se fait comme ça, ou l'échange, le lien humain se fait comme ça. J'ai même travaillé avec un fac-similé du Nicolas Convert. Alors en termes d'esthétique, moi qui suis pourtant très sensible à la beauté, il n'y a aucune esthétique, c'est un fac-similé, les couleurs elles sont délavées, ça, c'est altéré par le temps, c'est pas du tout par exemple joli comme tes restitutions et tout. Et pourtant j'ai travaillé avec ça parce qu'à l'époque je trouvais ça beau. Maintenant quand je regarde, je vois plus de beauté dedans. Parce que j'ai un tarot à toi qui est bien restitué. Je travaille avec le Pierre Madonier que tu as fait. Donc, c'est lui que je trouve beau maintenant, mais qui sait, peut-être que dans 10 ans, il y en aura un autre qui trouvera grâce à mes yeux, quoi, tu vois. Moi, à chaque fois que je faisais une nouvelle d'un tarot, restitution d'un tarot, c'était le dernier que je trouvais le plus beau. C'est comme, tu sais, les gens qui ont des enfants, oh ben le dernier, oh c'est le plus beau celui-là. Eh ben, c'était pareil. Ah Le oui. dernier, c'était le pourquoi? Parce que je m'intéressais à lui, je regardais les détails et tout, et plus je bossais dessus, plus je le trouvais beau. Après, c'est une période normale de création, de restitution, et après, bon, ben, il rejoint la cohorte, et puis tu vas vers le suivant, hein. Et Mm. puis c'est comme ça, et on s'illusionne un peu, mais en même temps, on est en empathie. C'est parce qu'on est en empathie qu'on trouve que c'est beau. C'est pareil dans un couple. Ben, quand on est avec quelqu'un, ben, c'est la plus belle personne du monde, hein. L'amour rend aveugle, c'est bien connu. Bon, et quand Cupidon ne nous désavouerait pas, oui. et voilà, hein, c'est pour ça qu'il met un bandeau, ouais, c'est parce que bon, hein, il rend aveugle, mais on aime l'autre, hein, ou on aime le tarot, voilà. Quand je me suis intéressé au tarot, j'ai lu, le premier livre d'ailleurs, c'était Le langage secret du tarot aux éditions Chou en 1989, de Mm. Marcel Picard et Sylvie Simon. Mm. Voilà. C'est le livre qui m'a le plus marqué. J'en ai lu quand même pas mal, des livres sur le tarot, surtout après. Mais le premier, c'est celui-là, à part la petite notice, bien sûr, du Grimaud, qui apprend pas grand-chose, Non. donc qui donne des généralités. Mais l'approche de Marcel Picard et de Simon sur créer un personnage qui va enseigner à un jeune, etc., c'était très agréable à lire et ça montrait il y avait de la magie dans le quotidien. Et ça, c'était bien. Moi, si j'ai un truc à retenir de ce livre, c'était ça, c'est que ça montrait que une personne montrait une fenêtre de magie dans le quotidien du jeune.
qui est dans le livre. Il est initié et en même temps sur des choses simples et par des mots très simples, il est initié. Et je trouvais ça très très intéressant. Ça m'a passionné. Hmm. Voilà. Est-ce que ça, tu veux dire par là que c'est un petit peu ça aussi le rôle que le tarot a joué auprès de toi? Et c'est comme si tu avais apporté tout à coup avec l'ésotérisme aussi, comme un peu d'enchantement dans le quotidien, comme un peu de magie dans la vie? Oui, c'est-à-dire que pas seulement le tarot, mais la numérologie, l'astrologie. Je suis sorti du quotidien rationnel de, je dirais, matérialisme prolétaire, où il faut travailler, il faut de l'argent pour travailler, il faut un métier, ceci, cela, et puis le monde tourne. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est bien sûr il faut de l'argent et bien sûr il faut travailler, bien sûr plus t'es formé, mieux c'est pour gagner de l'argent, possible quand même. Mais il y a aussi la magie entre les gens, les contacts amoureux, etc. L'être humain est tellement compliqué que c'est intéressant. Et en plus, il y a un aspect magique dans les choses si on veut bien le voir ou si on veut bien l'imaginer. C'est le cas de le dire. Et à ce moment-là, il faut rester les pieds sur terre, mais, comme on dit, avoir un peu la tête dans les étoiles. Parce que si on a que les pieds sur terre, ben, on fait le tour de la Terre, ok, mais on est trop sur Terre, quoi. On n'a rien Puis, vu. on n'a rien vu. On a fait le tour, On mais a, on n'a rien vu, on quoi. n'a rien vu, on n'a même pas vu ce qu'il y a dans les étoiles. Et donc, il faut avoir les deux. Il faut pas être trop la tête dans les étoiles, parce que sinon, on se casse la figure. Mais en même temps, il faut avoir un peu la tête dans les étoiles. Ça veut dire qu'il faut avoir des projets, il faut avoir de l'imagination, il faut envisager d'autres réalités possibles, d'autres possibilités, ne serait-ce qu'avoir la connaissance théorique que les électrons, c'est constitué la matière est constituée à 99,9999% de vide. Moi, quand un gars il m'a dit ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Il me dit si, les physiciens ils disent c'est ça, c'est Fritjof Capra et d'autres disent mais la matière c'est ça, c'est que du vide. Bon, alors pourquoi c'est dur? Ah bah oui, mais ça c'est une grosse question là. Pourquoi un mur est dur alors qu'il est composé de vide? Alors après tu te demandes carrément si c'est toi qui fais que le mur devient dur. Tu vois un peu, ça devient parce que si on est composé nous de vide à un tel pourcentage et que là il y a du vide, ben on doit pouvoir traverser le mur sans problème. Mais non, ça se passe pas comme ça. Là, il y a des forces qui font que ben, la matière elle est comme ça. Donc tout ça c'est pour dire que le monde est terriblement magique en fait. Et les physiciens ils sont imprégnés par la magie. Ils savent que le monde qu'on voit, il y a quelque chose derrière. Mais comme les voyants voient qu'il y a quelque chose derrière, ou comme les numérologues, les tarologues ou les astrologues, ils se disent, mais il y a d'autres réalités. Derrière cette personne, il y a des nombres, ou il y a des planètes. Ça interagit. Euh, Moi, ça m'arrive des fois en voyant, plus je faisais de numérologie, plus j'arrivais, par exemple, à deviner. En voyant une personne, je me disais, mais celui-là, c'est du 7. Il y a du 7 et du 2 en lui. Hein. Ça, c'est sûr. Je regardais, pof, pof, ah bah ouais. Mais je le sentais, Ouais. en le voyant. Et alors après, pire que, enfin, différemment, mais ça peut un peu mieux s'expliquer, quand tu as le nom, le prénom, la date de naissance, c'est ton ordinateur qui fonctionne, quand tu connais toutes les trucs. Donc, les chiffres, ils apparaissent, quoi. Tu n'as même pas besoin de calculer. Ton ordinateur, il est programmé, il fait le thème. Et oui, l'intuition, plus l'expérience, plus la L'intuition, méthode. l'expérience et la programmation Hmm. fait que ça se déroule. Hmm. Et c'est pour ça d'ailleurs que, petit conseil en passant pour ceux qui voudraient faire de la numérologie ou de l'astrologie, je sais pas si le tarot c'est pareil, mais en tous les cas pour la numéro et l'astrologie, c'est bien les programmes hein, qui te font le thème. En 3 secondes, tu rentres la date, tac, 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 t'as le thème qui sort et tu vas interpréter. Mais tu cales. Pourquoi? Parce que c'est pas toi qui as monté le thème. Et ton cerveau, il a pas travaillé. Si tu mets 2 heures à monter le thème d'astro ou de numéro, ben c'est pas 2 heures perdues, c'est 2 heures pendant lesquelles ton et à la fin des 2 heures, tu as déjà pénétré la personne dans plein de sujets. Donc, il faut surtout avoir un programme pour aller vite ou pour vérifier, mais le faire à la main. Le fait main, là, c'est bon. Parce que ça permet au cerveau de travailler et de se, c'est pas du temps perdu. Voilà. Non, non, c'est vachement important ce que tu dis, ouais. C'est l'artisan aussi un peu qui parle en toi, là.
tout à fait, c'est vrai, mais même si je suis pas un artisan, parce que moi je fais travailler des imprimeurs chinois, mais je vais dans les détails avant, hein, je prépare le travail, et là il faut enlever un petit peu de ça, de ci, donc je fais de l'artisanat, c'est sûr. Bien Et sûr. après, ça part dans la production, obligatoirement, parce que sinon je pourrais pas les faire à ce prix-là, etc., ça serait impossible. Donc, pour une raison de prix et d'accessibilité, ça va dans des machines, ça va avec des professionnels, mais au départ, il faut une main artisanale et il faut un cerveau. Il faut réfléchir, il faut avoir des connaissances. Alors, il faut, par exemple, dans les couleurs, se dire, ah mais pourquoi il y a un blanc là? C'est un manque. Par exemple, dans le vachier, à un moment donné, il y a une zone blanche. Et pourquoi il y a une zone blanche? Mais ils n'ont pas mis la couleur, simplement le jeune, il n'a pas mis la couleur. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse le blanc ou on met une couleur? Et quelle couleur on met? Grosse question, prise de Mhm. tête. Des fois, je Exact. décide de laisser le blanc. Bien sûr. Ou des fois, je mets une couleur parce que j'ai des preuves que forcément, là, il y avait forcément une couleur comme ça. Mais ça, c'est des choix éditoriaux, quoi. Dans la formation au tarot réaliste que je donne là, le dernier module, il y a une étudiante qui m'a posé exactement cette question-là. Et par rapport au mat du tarot de Madonier, vous pouvez voir D'accord? en bas à gauche, il y a une petite touffe. Tac, là, il y a une petite touffe Exact. blonde. Et Elle est je, blanche. voilà, donc Il n'y a ça, pas de couleur. exactement. Donc ça, c'est le tarot de Pierre Madonier restitué par tes soins, mais je suis allé Oui. vérifier aussi pour être certain dans l'original que j'ai grâce au musée qui me l'a transmis. Dans l'exemplaire original, il y a bien une touffe d'herbe qui n'a pas de peinture. Donc elle me demandait pourquoi, l'étudiante, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi symboliquement, ésotériquement et tout. Et j'ai répondu banalement. J'étais désolé. Je m'excuse maintenant à chaque fois. J'ai Non, répondu non, mais banalement la même chose que toi. J'ai dit, tu sais, souviens-toi qu'on l'a vu ensemble au début de la formation. À cette époque-là, il travaillait encore sans doute au pochoir. Bah, le pochoir, c'est le pochoir. Des fois, alors peut-être que tu me corrigeras, peut-être que Madonier, c'était non. pas au pochoir qui finissait sa peinture, mais en tout cas, c'était au pochoir ou à la main. Et donc, des fois, il y a des zones qui sont juste pas prises dans les aplats de couleurs, quoi. Mais il faut pas se prendre trop la tête et voir de la magie partout. Il y en a, mais des fois, tout bêtement, c'est parce que le gars, il était pressé, il est allé trop vite, il a oublié ce truc et puis il est passé à la feuille suivante. C'est ça. Il faut pas se casser la tête. Et il faut pas voir de la magie où il y en a pas, où il y a juste un événement matériel qui s'est passé. Exactement. Euh, Là, en fait, on parle de la technique de fabrication des cartes, on parle de ça en oui. fonction des époques. Et du coup, moi, ça me permet d'aborder cet autre point que je voulais voir avec toi. Alors, est-ce que pour toi, ça a été un tournant dans ta vie? Est-ce que tu le dirais comme ça en y pensant? Le moment où tu as découvert, entre guillemets, que, en fait, il y avait une histoire du tarot et il y avait une technicité Ah oui. des cartes. Est-ce que ça constitue un tournant et qu'est-ce qui fait que moi, aujourd'hui, par exemple, quand j'ai besoin d'avoir une information sur le métier de quartier, sur les quartiers d'Avignon, leur histoire, leur généalogie, comment ça se passait, ou encore sur des points techniques comme ça, pourquoi moi je me tourne vers toi et je t'envoie des messages aujourd'hui pour dire Yves, qu'est-ce que tu sais à ce propos? C'est-à-dire, en gros, pourquoi tu es devenu ce que tu es aujourd'hui finalement? Un fin connaisseur quand même et qui continue de se renseigner, un fin connaisseur du métier de quartier, de l'histoire de ces familles-là et tout. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce tournant dans ta vie et pourquoi ça t'a passionné, quoi? J'y réfléchissais avec ces questions et je pense que le tournant il est venu vers l'an 2000 à peu près, quand je me suis intéressé au tarot, mais j'étais sur les forums. Il y avait un forum qui s'appelait Eclectic Tarot Forum. Je sais pas si tu as connu, maintenant il est fermé. Et c'était un forum international en anglais qui était le plus gros forum de l'époque. D'ailleurs, on n'a plus jamais depuis eu une telle qualité de forum. Je sais pas si on retrouvera, mais je sais pas. Bref. Et là-dessus, je posais des questions et tu avais un japonais qui me répondait, tu avais un américain, tu avais un anglais ou un hollandais ou un français et qui me disait ah ouais mais il y a ça, mais vous avez pas lu ça, il y a ça, il y a dans tel musée il y a celui-là, ou vous avez pas, vous avez vu ce tarot-là et donc j'apprenais plein de choses. Et c'est comme ça que grâce à ces passionnés que j'ai échangé et partagé et surtout beaucoup appris. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait le Madenier. Le Madenier, c'est un japonais qui m'a mis sur la voie. C'est un certain Kenji Shimatsu qui est complètement en fada des tarots
et qui a fait beaucoup de recherches. Le japonais, il s'intéresse à l'histoire, à la technique, et il cherche, et il va dans les musées, il cherche dans les bouquins anciens, etc. Et donc, il m'avait sorti des trucs incroyables. Et j'ai dit, mais ça, je connais pas, je connais pas. Et donc, je me suis renseigné et j'ai fait la tournée des musées comme ça. Il m'avait donné deux, trois noms comme ça, et après j'ai cherché, j'en ai trouvé d'autres. J'ai découvert qu'il y avait des musées qui étaient plus ou moins spécialisés dans les cartes, ou qui avaient un peu de cartes, mais qui savaient même pas en gros ce qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'ils savaient que c'était des cartes de telle époque, mais ils savaient même pas le nom du quartier. Alors que des fois, j'étais capable de leur dire, moi, après, le nom du quartier, rien qu'en voyant deux, trois cartes. J'ai appris, grâce à ça, à m'intéresser à l'histoire des cartes et, par extension, à l'histoire des quartiers et des graveurs. Parce que qui dit quartier dit graveur. Parce que le quartier tout seul, souvent, il y a des quartiers, ils n'étaient pas graveurs. Il y en a qui étaient graveurs. D'ailleurs, ils le disaient, quartier et graveur. Ou alors qui se vantaient d'être graveurs alors qu'ils n'étaient pas graveurs. Donc, ça faisait mieux, quoi. C'était plus ronflant. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait tout un tas de, la corporation, en fait. De la même manière que j'ai découvert les marins, j'ai découvert les quartiers et un peu les graveurs. Le Et peuple des c'est quartiers, alors, on le dirait. peuple des quartiers, ouais, le petit peuple des quartiers, des artisans. C'est des artisans, hein. C'était pas du tout des grosses boîtes, hein. Petite corporation avec un esprit de transmission d'une tradition, d'initiation, de compagnonnage. Il y avait des hiérarchies, des apprentis, des compagnons. Après, il fallait des années pour apprendre. Ils mettaient 7 ou 8 ans pour devenir compagnon et pour pouvoir ensuite s'affranchir, on va dire, quelque part d'un patron et devenir eux-mêmes patrons, hein. Parce que c'était ça le but ultime, hein, pour beaucoup. Et c'était intéressant de voir que derrière les tarots, il y a des cartes, et derrière les cartes, il y a des commerçants, des artisans, mais qui sont des commerçants. C'est-à-dire que c'est pas le tout de faire de l'art, de l'artisanat, de faire joli et tout, mais il faut que ça se vende. Et ça, je sais que ça plaît pas trop dans l'ésotérisme, parce que on a tendance à croire que le tarot c'est magique, et puis c'est tout. Mais non, c'est pas. Le tarot, c'est d'abord des bouts de carton qui servent à taper le carton, à jouer, à échanger socialement, à se bagarrer des fois, à faire des jeux d'argent, à se foutre sur la gueule, etc. Et c'était ça les cartes. C'était la télé de l'époque, c'était le lieu social, c'était la taverne, c'était et accessoirement, ben c'était pour tirer le bon sort de préférence plutôt que le mauvais. Et puis se demander qu'est-ce qu'on était là, est-ce que j'allais avoir une bonne fortune, etc., etc. On peut pas dire il y a eu d'abord les jeux de cartes et ensuite la divination. C'est pas comme ça que ça marche. C'est tout en même temps. C'est tout en même temps. Un gars qui joue aux cartes sur un bateau, un marin, mettons, et qui tire les cartes et que d'un coup il te sort, mettons, la mort ou le pendu, ben, il va pas bien le prendre à mon avis. C'est clair, c'est Tu vois, clair. il va se dire putain, c'est connoté. Tu C'est un vois. très bon exemple parce que bah, tu le sais mieux que moi pour le coup, mais Ouais, le peuple des marins depuis tout temps, c'est un peuple qui recherche la protection des dieux. Je sais que pour les Bretons, par exemple, c'est Marie. Ils recherchent la protection ouais, de Marie quand ils partent au large. Il y a un dieu des tempêtes, etc. Ils ont des petits tout à fait. fétiches pour certains. Et donc, ce que tu dis, pour moi, c'est un super exemple. J'avais jamais pensé à ça, mais je le reprendrai peut-être si tu m'autorises. Il n'y a pas de problème. Tu Hein. vois, pour expliquer ça, pour expliquer, imaginez-vous, mettez-vous dans la peau d'un marin qui est loin au large, juste ils sont quelques-uns sur le bateau, il y a le capitaine qui est au-dessus qui picole dans dans ses quartiers, et les autres ils tapent le carton, et tout à coup il y a la mort qui sort, et puis ça correspond à un crissement d'une poulie, et là ils se disent, mon Dieu, est-ce que demain il va y avoir une tempête, est-ce que... Ouais. Et donc peut-être qu'il faudrait qu'on tire une autre carte pour Ou, compléter, et c'est de ou, la mais, divination, quoi. mais oh Dieu, la foudre va nous tomber dessus, tout C'est ça, simplement, sur le mât, exactement. va brûler le bateau. Je veux dire, il voit l'aspect pratique de la chose, quoi. Tu vois, ils ont peur, hein. Ah oui. Donc, c'est le chariot, ils ont tendance peut-être à avoir un peu plus confiance dans la carte. On dit qu'il y a des cartes mauvaises et des cartes bonnes, c'est pas vrai, évidemment, mais tout dépend le niveau de celui qui tire la carte, en fait. C'est toujours pareil. Si le gars il a peur au fond de lui, ben s'il tire une carte qui va lui donner une image comme ça, il va avoir encore plus peur, quoi. Et Complètement. c'est et c'est là des fois que le tarologue il intervient pour rassurer la personne. Ah, vous avez tiré maison Dieu, c'est pas grave. Regardez.
Il va y avoir une moisson, c'est un changement de cycle. Vous allez être transformé. Il va y avoir une transformation en vous, sûrement. Et la personne n'avait pas pensé à ça. Elle voit juste la mort. Mais, ça lui ouvre une fenêtre de possibilités. Ouais. Donc, c'est intéressant. Faut aider Super. les gens, quoi. Bien sûr, Voilà. mais écoute, merci beaucoup là pour tous tes mots. C'est super ces exemples que tu prends. Est-ce que tu as le sentiment, depuis ce tournant-là, le moment à la charnière des années 2000, tu me l'avais dit aussi en off, mais moment aussi où, en voyant en fait beaucoup d'images, c'est visuel aussi le tarot, d'autres tarots Mm. historiques anciens, tu commences à te dire, oula, mais il y a une autre réalité derrière juste le tarot Grimaud. Est-ce que tu dirais que depuis ce tournant-là, tu as le sentiment, toi, grâce à tes recherches, grâce aux historiens du tarot, grâce à cet aspect-là, un peu plus technique, l'étude du métier de maître quartier, ben, en fait, juste de mieux connaître et de mieux comprendre le tarot aujourd'hui. Tu as l'impression que ça t'a permis de mieux le comprendre? Euh, non. Ça me permet pas de connaître mieux le tarot. Je suis pas plus compétent pour tirer les cartes maintenant qu'avant. Mais par contre, je pense que je connais mieux les quartiers et les graveurs en m'étant plongé dans la sociologie de ces époques-là, des 3 derniers siècles, 4 derniers siècles. Je comprends mieux les gens qui ont fait ça, je pense, et en ayant beaucoup lu aussi sur les couleurs, Pastoureau, tout un tas de choses. Pastoureau, il est génial pour ça, Michel Pastoureau. Donc ça me permet de mieux connaître les gens qui ont fait les cartes, plutôt que de connaître les tarots. Les tarots, je les aime, moi je les aime tous, hein. Donc tous ceux que j'ai, je suis content de les avoir faits. Je peux pas dire celui-là, je le préfère à celui-là. Ils ont tous quelque chose d'intéressant en eux. Donc c'est pas un problème. Mais de dire que je connais mieux les tarots maintenant, comme il dit l'autre, je sais que je sais rien, quoi. Parce que j'en ai fait 18, j'en connais peut-être 40 ou 50, mais il y en avait des centaines. Il y en avait des centaines, donc on est loin du compte, hein. On a Clairement. à peine effleuré le truc. Oui, c'est la partie émergée de l'iceberg, les tarots qu'on connaît, c'est une certitude. Eh oui, oui, oui. Et ça ne veut pas dire que ce qu'on connaît pas, moi, le Vachier, jamais j'aurais cru que ce tarot il sorte. C'était un nom dans l'encyclopédie de Kaplan. Il y avait marqué Vachier, comme il y a d'autres noms qui sont marqués, mais où il n'y a pas les tarots, où personne ne connaît les tarots. Mais on sait qu'il y avait tel ou tel quartier, mais on n'a même pas le jeu. Là, on a le jeu complet d'un tarot qui est fait à Marseille, un des tout premiers. J'ai toujours dit, je sais qu'il y a des tarots qui sont encore pas sortis. Et je rêvais, je me disais, il y a forcément des complets qui sont pas sortis, qui sont chez des personnes privées. Et là, ça a été le cas. C'était une personne privée qui décède. Sa famille ne sait pas quoi faire, n'y comprend rien, ne sait pas quoi faire de ce tarot, ne sait même pas la valeur, le fait estimer par un expert. Ça part en vente. Ils sont tombés de l'arbre, quoi. Mais qui a pu acheter ce truc-là aussi cher? Mais ils se sont pas posé 50 questions, ils ont empoché la monnaie, ils sont contents. Voilà. Bien sûr. Donc c'était leur seul but. Mais c'est bien pour les tarologues, c'est bien pour le monde du tarot qu'il soit ressorti et, voilà, et qu'il ait été acheté. Voilà. Il y a encore plein de surprises sûrement dans le tarot. Il y en aura d'autres. Hein. C'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si toi, tu ne pourrais pas dire oui, je connais mieux les tarots, est-ce que Mm. tu as, le sentiment en revanche que par contre, l'ouverture historique, on va dire, ce chemin-là, le fait que c'est à ajouter à la connaissance tarologique des voies d'étude de l'histoire du tarot et des quartiers, est-ce que Mm. tu penses que ça, par contre, c'est une voie d'avenir et c'est important que cette voie ait émergé aussi dans le monde de la tarologie? Moi, je pense que c'est important pour éviter ce que j'appelle moi les gourous, tous les faux prophètes, tous ceux qui ont une envie, qui l'imaginent ou pas, mais qui dans leur fait, ça se passe comme ça, qui ont envie que ce soit eux et rien d'autre. C'est j'ai fait un jeu, c'est celui-là, c'est la vérité absolue. De toute manière, j'ai fait le livre définitif sur le tarot. Voilà, tout s'explique. Allez vers moi, vous saurez tout. Ça, moi, je suis l'emmerdeur. Je sais que j'embête des gens pour ça. J'embête les gourous. Rien que le fait de montrer qu'il y a 15 ou 18 tarots différents, là, ça les embête. Hein. Ils le disent pas, mais je sais. J'en suis certain. Et c'est normal.
C'est normal, mais tant pis pour eux. Voilà, mais c'est normal. Mais pourquoi il faut montrer aux gens que la vie est variée, que ça a été fait pas forcément pour la divination, mais aussi pour la divination, que c'était aussi des parties de cartes, comme je dis, tout ça, que ça a été fait par des gens qui avaient un intérêt économique à le faire. Tout ça, c'est la réalité. Le tarot vient et s'inscrit dans la réalité, mais il est magique. Ça n'empêche pas qu'il y a un côté magique dedans. Mais le côté magique, il vient surtout des gens qui prennent le jeu en main. C'est comme quand tu fais de la cuisine, tu prends le bon couteau, c'est pas le couteau qui est magique, c'est la main. Et Bien c'est sûr. Est-ce que tu joues au jeu du tarot pour le coup? Tu tapes le carton véritablement? jamais de la vie. Quand Ok. j'étais à l'armée, j'étais le seul qui jouait pas aux cartes. Ok, ok. Je joue pas aux cartes, jamais. D'accord. Quand on était chez mes parents, quand on était jeune, on jouait un peu à bataille, des trucs comme ça, mais pas plus que ça. Non. J'ai jamais tapé le carton. J'ai essayé des fois un petit peu le poker, mais je comprenais pas tout bien, mais pas plus que ça, non. Non, les gens des fois me disent, mais je joue pas aux cartes. Ah, jamais. Non. Non, non, je joue pas aux cartes, non. Et vous Mais tirez les tu... cartes? Ah non, je tire même pas les cartes. Vous tirez Non pas les plus. cartes? Non plus. En fait, là, c'est plus. Mais bon, Oui. euh, voilà. Et les gens, ils sont pas déçus, mais presque. Ils se disent, ah bon? Comme c'est bizarre. Que cette personne, il est bizarre. Je pense que toi, comme moi, on fait des dessus quelquefois dans notre discours, mais enfin, le message que j'ai eu envie de transmettre à mes étudiants au début du cursus de cette année, c'était la première fois que je lançais la formation au tarot réaliste. Je leur ai dit littéralement ça, je leur ai dit, vous savez, en premier lieu, peut-être vous serez déçus, c'est normal, parce que je vais vous parler aussi d'aspects matériels, des trucs qu'on s'imagine pas forcément. Mais je peux vous assurer que la première déception passée, après, si vous vous engouffrez avec moi dans ce champ d'études et d'ouverture, en fait, qui est, comme tu l'as dit, plus Hum. du tout figé, au contraire, ça fait que bouger, il y a des nouveaux savoirs et tout. Je leur dis, je vous assure que par contre, après, vous serez plus du tout déçus. Parce que ce qu'on découvre en comprenant mieux le métier de quartier, les familles de corporations, la transmission, comment se faisaient les cartes, mais aussi juste le jeu du tarot, etc. Son évolution à travers le temps, autant au niveau de ses règles que de son iconographie, plus on en étudie, plus on en comprend, plus c'est fabuleux. Et la magie, elle est partout. Donc en fait, il faut Oui. dépasser cette prime déception. Mais je pense que toi, comme moi, des fois, on fait quelques déçus. Mais après, moi, j'invite les gens, je leur dis, non, mais attendez, mais venez voir après ce qu'il y a derrière, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, c'est un bout de carton, mais derrière, il y a de la magie. Eh oui. Venez voir. Absolument. Oui, oui. Absolument. Il y a les deux. On est dans un monde réel quand même, donc, mais on est dans un monde réel rempli d'illusions. Donc, il faut faire avec. Il y a les deux. C'est du carton, mais c'est toujours des molécules, et donc il y a beaucoup d'air, mais on voit le carton quand même. C'est quand même. Ouais. Et en plus, notre cerveau, il voit des choses là-dedans, et on phosphore, on rêve. Je me suis rendu compte en préparant cet entretien avec toi que, en fait, moi, j'ignore le moment dans ta vie où tu as commencé à restituer des tarots. Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est une activité, par exemple, à laquelle tu t'es consacré plus tôt les dernières années? Ou est-ce que ça date de longtemps? Enfin, voilà. Pourquoi un jour tu t'es dit, tiens, je vais restituer des tarots? Alors, ça a démarré, j'ai un peu, bon, de toute manière, c'est pas compliqué. Le premier tarot qui sort, il sort, je crois, c'est le 27 janvier 2012. C'est le Pierre Madenier. Mais avant qu'il sorte en 2012, il s'est passé 3 4 ans de travail, de recherche et tout, d'aller voir dans les musées, de trouver une personne qui pourrait mettre ça en niveau infographie, etc. Il y a eu des rencontres et tout ça. Il y a eu Eclectic Tarot Forum, c'est là où j'ai le fameux japonais qui m'a dit allez regardez ce tarot de Madonier là. J'ai vu ça, j'ai fait une découverte. J'ai vu l'original à Zurich. Je suis allé voir à Zurich dans le musée là-bas. Un énorme musée avec la véritable enveloppe dans les mains, tout ça. Quand tu vois une pièce de musée comme ça, ça fait drôle quoi. Et fait bref, ça c'était le début. Donc c'est en 2012 que ça démarre. Après bon ben depuis ça s'est pas arrêté. Et j'en ai fait 18, 17 ou 18, je sais plus combien. Qu'est-ce qui a fait que tu Ah t'es dit oui, d'aller faire ça? qu'est-ce qui a fait que, voilà, c'est ça. Parce que j'intervenais sur Eclectic
Et donc, quand j'avais vu, pris des photos donc du tarot de Madenier, je montre ça aux gens sur le forum. J'ai regardé, ce tarot, il est magnifique, c'est quand même plus joli que le Grimaud, ceci, cela. J'ai dit, waouh, il est super. En plus, il est beau, le Madenier, hein. Donc, j'ai démarré par le meilleur pour moi. Les gens me disent, mais où est-ce qu'on peut l'avoir? J'ai dit, ben, il est dans un musée. Ah bon, on peut pas l'acheter, on peut rien faire. J'ai dit, bouche, oui, vous faites comme moi, vous reproduisez les cartes, mais bon, sur du papier, vous pouvez imprimer sur votre imprimante, tout ça, c'est possible, sûrement, mais bon, pas plus que ça, quoi. J'avais continué avec d'autres jeux, collectionner les photos, en fait, parce que je m'étais fait un album photo avec les tarots que je trouvais. Donc, j'imprimais sur du papier photo, je les mettais pour les comparer, en fait. Je voulais les comparer. Et j'avais un gros fichier comme ça. Pour la petite histoire, une fois, je suis allé le montrer à un prof de tarot qui avait 40 personnes, dont moi, et qui était un de ses élèves, entre guillemets. Je montre mon truc, je vais pas dire qui, là, c'est possible, mais bon. Je montre mon truc avec plus de 10 ou 15 tarots différents. Les gens, ils étaient tous ça. Ah, je connais pas, je connais pas, je connais pas. Ah, il y a celui-là, je connais pas, je connais pas. Et le prof, qui avait créé son propre tarot, donc son propre ego, j'allais dire, il voit ça, il dit, ouais, ouais. J'ai senti que je l'emmerdais, quoi. Voilà. Et parce que c'était pas son tarot à lui, et donc tout le reste était à jeter au chien. Donc voilà. Et donc en fait, il reconnaissait pas les tarots historiques. Ça le gênait en fait. Et ça l'a pas empêché. Moi, je savais d'où il venait, lui, de se servir des tarots historiques pour construire son tarot. Mais du coup, il fallait pas que les gens sachent. C'était secret. Il fallait pas que les gens sachent le secret des sources. Et moi, je montrais les sources, hein. Voilà. Et donc, je me suis dit, mais je vais en faire un parce que j'en ai marre que les gens me demandent tout le temps, et je vais en faire un. Je vais le reproduire et je vais voir. Et si ça se vend, si je fais du bénéfice, ben ça paiera mes frais, et avec le bénéfice, j'en ferai un autre. J'avais déjà négocié des droits avec des musées, etc., mais ou obtenu gratos des fois. Et donc c'est parti comme ça. J'en ai fait un avec le bénéfice, pof, et sur les forums, etc. Dès que c'est sorti, ça a bien pris. Les gens se disent, wow, super, un jeu dans une boîte télescopique, il est génial, il est beau, il est ci, il est là. Et donc le deuxième est sorti, le troisième, etc. Et puis ça s'est plus arrêté, quoi. Voilà. Et Mais oui, ça plaît parallèlement à ça, vachement. je travaillais. Je travaillais. Pour moi, je voulais pas en faire un métier. Pour moi, c'était une passion. Je voulais juste que ça me coûte pas d'argent. Et si ça faisait du bénéfice, c'était bien. Sinon, bon, ça me permettait de faire le prochain. C'est tout. Voilà. Oui, et Donc, je ça voulais plaît. communiquer. Oui, bien sûr, tu voulais communiquer et transmettre parce que c'est un mot que tu Voilà, c'est utilises ça. beaucoup, mais parce qu'en fait, c'est ce que tu fais. Et si tu es sensible à la transmission, par exemple, dans le métier des maîtres quartiers, c'est parce que toi-même, tu es un transmetteur, c'est sûr. Je transmets des choses qui ont disparu dans les réserves des musées et qui ne sont pas à la connaissance des gens. Et donc, je pense que je fais œuvre utile pour ça, et ça me permet en même temps de montrer aux gens qu'il y a la variété, comme je dis toujours. Il faut montrer la variété des tarots, parce que ça permet là aussi de faire le ménage sur les gourous aussi, parce que les gourous, ils ont un tel ego qu'ils créent leur jeu et après ils disent, la vérité elle est là, d'ailleurs je vais faire 2, 3 livres ou 4 livres dessus, et puis je vais en faire ma vie, ça sera ma vie, mon œuvre, et je vais gagner de l'argent avec ça. Même si je gagne pas d'argent, j'aurai au moins du pouvoir, ou les deux, c'est encore mieux. Et donc là, ça va pas pour moi. Je me dis non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Voilà. Complètement. Et donc ça permet pas de faire le ménage. Il y aura toujours des gourous, mais ils ont intérêt à faire gaffe en disant il y a qu'un seul tarot, c'est le mien, parce que alors là il y a toujours tu commences à être un peu connu, donc il y en a qui diront oh oui mais attendez, il y a un site, hein, j'en ai vu 15 magnifiques. Ah bon? Où ça? Avec Internet, maintenant, les choses sont plus comme avant, quoi. Ça SM, les choses, hein. Oui, exactement. C'est un tournant majeur. Oui, J'utilisais ce mot tout à l'heure, tournant, pour parler du tarot dans notre vie. Mais Internet, à l'échelle de l'histoire humaine tout entière, hein, c'est un tournant majeur, c'est clair. Et oui, on oui. n'en est qu'au balbutiement. Mais je discutais avec Ross Caldwell encore il y a quelques jours et qui me disait lui-même ça. C'est marrant parce que ça correspond à la date que tu m'as donnée, tu vois, par rapport au forum et au moment où toi, tu bascules un petit peu et tu commences à t'ouvrir au tarot historique. Ross Caldwell m'a dit, c'est ça, hein, c'est-à-dire que, en gros, oui, les historiens du tarot ont commencé vraiment à travailler à la fin des années 70 et début 80.
l'histoire vraiment méthodologique commence là, mais elle se diffuse pas du tout auprès du grand public, pas du tout. Et Ross Oui, Caldwell oui, m'a c'est dit, vrai. moi je suis né en 88, donc je ne peux pas avoir connu ça, mais lui qui a vécu ça, il m'a dit, il faut bien que tu saches que c'est vraiment à la charnière des années 2000, et puis surtout ensuite en Oui, 2010, c'est là qu'en fait ça commence à se diffuser un peu au grand public, l'histoire du tarot, grâce à Internet en grande partie, quoi. bien sûr. Bien sûr. Et puis, Ross Caldwell, il intervenait sur Éclectique aussi. Puis bon, j'ai déjà rencontré, on a mangé ensemble. C'est un historien des tarots, mais pas que. C'est un bon vivant, il a un parcours très particulier et il est intéressé par l'ésotérisme, évidemment. Même si il a fait un livre pour un peu, mais c'est normal, pour dire que trop d'ésotérisme n'est pas vrai dans le tarot. Il n'y a pas que l'ésotérisme dans le tarot. Trop d'ésotérisme tue le tarot, en fait, même, j'aimerais dire. Oui, Le tarot, c'est, pour qu'il vive, il faut pas qu'il soit que ésotérique. Il faut qu'il y ait non. une variété, une pluralité d'aspects, en fait, qui puissent faire qu'on en parle. Et ça m'étonne pas du tout ce que tu dis par rapport à la personnalité de Ross Caldwell. Enfin, moi, je ressens quelque chose, une espèce de même affinité qu'avec toi, en fait, quand je discute avec lui. Donc, tu Mm, as raison. Humainement, c'est une personne qui est sensible, qui est très ouverte, qui est très généreuse, toujours prête à mhm. donner toutes ses sources, à tout Oui, transmettre. c'est vrai, hein. Un grand transmetteur. Et donc ça, c'est quelque chose qui vaut aussi beaucoup. C'est très C'est vrai. important qu'il y ait au moins quelques personnes qui soient dans cet état d'esprit. C'est pas le cas de tous les historiens du tarot. Ça dépend des Mm, personnalités. Certains peuvent être un peu plus avares, entre guillemets, de sources, de partage. Et puis, c'est pas le cas de tout le monde, tout simplement, quoi. Mais ouais. voilà, ça me semble être important pour moi, quand tu dis le lien humain est au cœur des choses et tout. Moi, je suis d'accord avec toi. L'humain, de toute façon, est toujours au milieu des choses, quoi. Oui, moi j'ai une bonne relation avec Thierry de Police. Un des tout premiers mails qu'il m'a dit, il m'a dit moi je j'aime transmettre. Il m'a dit moi je cite mes sources, il n'y a pas de problème, je vous donne des informations, etc. Bon et on a eu travaillé entre guillemets ensemble. Moi je l'ai aidé à faire des recherches sur le Vacher et d'autres choses aussi en étant ses yeux et ses mains pour prendre des photos dans les archives à Marseille. Et c'est quelqu'un qui donne, qui est généreux, hein, mais il donne pas à n'importe qui. Parce Non. que bon, il faut mériter, parce que Oui. il a sa ligne, hein, il a sa ligne. Mais Oui. je comprends qu'il ait sa ligne, c'est normal. Je comprends aussi, et il faut trier aussi. En effet, les personnes à qui on donne la connaissance ou à qui on Oui, a oui, tout à confiance, fait. il faut trier. Si tu devais te prêter au même jeu que tout à l'heure, mais pour toi cette fois-ci, puisqu'on arrive plutôt à la fin de cette discussion, quel est, de ton point de vue, Yves, Hmm. le nombre ou les deux nombres de ton identité, de ta vie, qui disent un peu qui tu es? Et s'il y avait un atout qui parlait un peu de toi dans le tarot, lequel ce serait? Le problème, c'est que les dés sont pipés un peu dans le sens où, comme je connais ma numérologie un peu quand même, je suis finalement, c'est pas ma femme qui dirait le contraire, je suis très marqué par le 1 et en même temps le 1, le 4, mais la carte qui me plaît le plus, bien sûr, c'est le mat. Hein. Moi, je suis chemin de vie 4, je dis des fois matinée de 22, mais le mat m'a toujours attiré, quoi. C'est sûr, parce que c'est le cheminement, c'est celui qui est tout seul et qui avance quand même. Et moi, je me reconnais bien dans ça. Parce que bon, j'avance tout seul, c'est vrai. Même si je m'entoure de gens, mais au fond, on est, de manière sur Terre, on est tout seul. Hein. C'est info exclusive. Sur Terre, on est tout seul. Tu veux dire que tu as Mais spoilé la fin du film là? hein, il y a plein de monde autour. Le monde est une illusion. C'est la Maya, comme on dit. On est tout seul. Mais on verra après. On ne sait pas, en fait. Comme on ne sait rien, au fond, on sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on sait rien. Donc, on est tout seul. On a la sensation d'être tout seul, mais peut-être ça se trouve qu'on n'est pas tout seul. Bon, on verra. Mais pour revenir un peu sur le truc, le mat et le 1, mais pas forcément le battleur, mais des fois j'ai un petit côté battleur, c'est vrai, un peu frimeur, un peu ci, un peu un peu, oui, quand même. J'ai quand même 4 planètes en Lion, donc bon.
Il y a de l'ego quand même. Est-ce que tu me permets de te dire, moi, Mais, intuitivement, quel atout mais j'aurais sorti pour parler de toi? ah ben vas-y, hein, bien sûr. On a Ouais. déjà discuté ensemble. Tu m'as partagé des choses, tu m'as partagé aussi des connaissances, aussi des documents. Des fois, quand j'ai des questions, je m'adresse à toi. Et puis, voilà, assez naturellement, pour lancer cette série d'entretiens avec ce nouveau concept, j'ai pensé à toi tout de suite. Mais je t'avoue que c'est surtout l'aspect humain, moi, que j'ai eu en tête en premier, hein. Bien sûr Mm. que le technicien, l'artisan en toi et tout était présent dans ma tête, mais c'est surtout la personne que tu es, généreuse, ouverte et dans le lien. C'est pour ça que j'ai pensé à toi. Et en fait, moi, spontanément, tu vois, avant même que tu Ah. parles du 1, je trouve que le battleur, il parle Mm. bien de ce que je connais de toi et puis de ce que tu nous as raconté ce soir. Mais je vais te dire pourquoi, je vais développer un tout petit peu. Mais c'est un peu comme le maths, hein, de toute façon. Tu sais, moi, je dis pas que c'est universel, mais je les présente maintenant tous les deux comme les jongleurs du tarot. Mm. Parce que bon, voilà, selon certains historiens français, d'ailleurs Edmond Farral, en fait, on a affaire à deux jongleurs. C'était une grande classe de métier au Moyen Âge. Un jongleur ici qui est spécialisé dans la farce, la bouffonnerie, et qui en effet est un voyageur. Au Moyen Âge et à la Renaissance, sur les routes, c'est simple, il y avait tout un tas de C'est gens vrai. qui marchaient tout le temps, et on avait les fous et les bouffons. Le battleur, Mhm. c'est aussi un jongleur, donc ils sont frères tous les deux, Ouais, c'est pas faux. mais il est tourné vers les autres. Il est Oui. tourné vers les autres, il est dans le lien. Qu'il soit roublard et charlatan, ou que ce soit un vrai jongleur, on va dire sincère dans son activité, il y avait les deux, aucun problème. La foule s'amasse autour de lui et il est en lien avec les gens. Il peut aussi Mhm. faire partie, à certaines époques, de corporations de battleurs ou de jongleurs ou d'hommes de théâtre ou de musiciens. Mm. Et Mm. donc, l'aspect, j'ai le matérialisme historique qui me revient en tête avec ce que tu as raconté, mais c'est vrai, l'aspect aussi syndicaliste, le fait de savoir vivre en groupe, de savoir parler devant un auditoire, de savoir défendre des causes et tout. Et le battleur, il pouvait aussi faire partie de corporations. Donc je vois tout ça, je vois aussi ton origine sociale que tu nous as décrite. Voilà aussi un Mm. autre représentant de ce que les anciens, ou les seigneurs appelaient les petits. Mais moi, c'est une expression que j'aime beaucoup. Je viens aussi d'un milieu modeste, on appelle ça comme on veut, mais moi j'ai beaucoup d'affection pour les petites classes sociales qui pour moi ne sont pas du tout petites, qui sont dans la débrouille, qui sont aussi dans la noblesse du travail, qui essaient de porter des valeurs. On connaît ce monde, toi et moi. Et je vois tout ça dans le battleur et je vois aussi par-dessus tout ça celui qui a toujours un horizon et qui est quand même ambitieux. Parce que ces gens-là, Mm. là, il faut lire Edmond Farral, hein, pour ceux qui s'intéressent aux battleurs tels qu'ils vivaient leur métier. Hein. C'était pas du tout des gens qui restaient sur leurs acquis. Ils étaient en perpétuel mouvement. Et dans les périodes de chômage, notamment carême, puisque c'était une période de privation, hein, donc ils chômaient, mais en fait ils s'arrêtaient pas. Ils allaient voir les autres corporations, ils allaient voir les autres jongleurs, les autres battleurs pour se mettre au courant des nouveautés dans leur métier, pour ne jamais être trop has-been et ringard. Et donc, ils avaient toujours une ligne d'horizon pour essayer d'évoluer, de progresser dans leur savoir-faire. Et tout ça, moi, je le vois chez toi. J'ai peu d'amis, quasiment pas, mais j'ai beaucoup de gens que je connais. Et ça, c'est intéressant. Je dis, la vie, c'est pas d'accumuler des amis. Ça fait que bon, il y a tout. Mais la vie, c'est de rencontrer les gens et d'être capable de les comprendre et de se faire comprendre d'eux. Chacun, des fois, on se rencontre quelques secondes dans une queue dans le métro ou dans le bus. Il suffit pas grand-chose pour avoir le contact, hein. Moi, je vois dans le quartier où je vis maintenant, il y a beaucoup de personnes âgées. Euh, ne serait-ce des fois que leur dire il fait beau aujourd'hui, hein, eh ben tu vois qu'ils sont contents. Ou si tu as un chien, ils vont adorer parler avec ton chien. C'est un vecteur social. Si tu as un chien, les gens, tout le monde te parle. Et donc c'est ça la vie. C'est parler à des gens. Des fois, tu es la seule personne qui va leur parler de la journée et ils sont contents. Même si tu les vois plus, ils sont contents de t'avoir parlé. Ils ont lâché quelque chose, ils ont échangé avec quelqu'un, ça leur a enlevé une idée noire qu'ils avaient. C'est ça la vie. Le contact avec l'humain, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 amis, hein. Il suffit de côtoyer les gens. Voilà. Bon, moi, ma femme me supporte depuis 30 ans, mais bon,
Parce que bon, je suis un peu pénible des fois. Mais bon, je suis content d'être avec elle. Nous sommes en fait deux individus tous les deux, hein. Donc, Bah oui. on est, Ne dis peut-être pas je suis pénible, dis peut-être plutôt je suis Gémeaux, ascendant Scorpion, tout simplement. oui, ça suffit déjà pour décrire pas mal de choses. Ouais, ouais. Peut-être. Le côté assez critique sur les choses et tout. Le Oh, côté trop, ça, c'est voilà, parce que bon. t'es français, peut-être tout simplement. On est comme ça, on est critique. Ah, ben ça, on peut pas y échapper. Nous, Ah non, les Français, on est comme ça, hein. on est Mais comme en plus, ça. je crois qu'on est content d'être comme ça, hein, c'est tout. On est bien comme ça, hein. C'est-à-dire, c'est tout. On est bien comme ça. Et puis, s'ils nous plaisent pas, ils viennent pas nous voir, c'est tout. Mais quand ils viennent, en général, ils sont pas déçus quand ils voient les Français. Moi, je vois des fois, j'ai des Américains ou des Anglais qui viennent me voir pour le tarot, ou même, j'ai eu un Japonais, là, qui est venu. Mais c'est intéressant de discuter avec des étrangers. Ils ont une éducation différente, ils sont soit anglo-saxons, soit asiatiques. Ce sont des mondes complètement différents, hein. Est-ce que tu aurais des conseils destinés aux jeunes, autant qui commencent, tu vois, dans la tarologie, admettons, mais aussi peut-être des conseils de vie? Je serais heureux de t'entendre sur cet aspect-là. Alors pour ceux qui s'intéressent au tarot, je dirais, bon, si vous achetez un tarot, au lieu d'acheter un tarot d'artiste, que j'appelle, que je respecte, achetez un tarot historique, mais après les avoir tous vus. Faites un tour, et après, dans cela, vous en aurez forcément un qui va vous plaire. C'est pas le plus beau, c'est pas ci, c'est pas là, mais il vous interpelle, parce que celui-là, il est fait pour vous, en ce moment. Donc vous prenez celui-là, vous faites un parcours avec, et peut-être ça va durer toute votre vie, ou alors 6 ans, ou 1 an, ou 2 ans, j'en sais rien, et après vous passerez peut-être à un autre, mais allez sur un truc et fixez-vous dessus. C'est comme se fixer sur une méthode en astrologie ou en numérologie. Si vous avez un auteur qui vous plaît, suivez-le. Et il détient une part de vérité. Second truc que j'ai noté, le maître du tarot n'existe pas. C'est un scoop, il n'existe pas. Mais par contre, les rencontres existent. Et donc, il ne faut pas hésiter, non pas à tromper, mais à changer de prof, de maître, entre guillemets, de tarot, un peu comme dans les arts martiaux. Et moi, j'ai fait pas mal d'arts martiaux. Les gens, ils faisaient pas une école d'arts martiaux. Ils en faisaient 4, 5, 6, jusqu'à ce qu'ils trouvent le maître qui leur correspondait à ce moment-là. Et comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître arrive. C'est pas l'inverse. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous déplacer, à chercher, évitez les gourous. C'est difficile à repérer, mais bon, il y a certains indices. Et lisez sur l'histoire des tarots et des quartiers, parce que c'est intéressant et ça permet d'ancrer les tarots un peu dans la réalité, quoi. La réalité sociologique, démographique de cette époque. Comment c'est pas arrivé par hasard, mais c'est en même temps, les tarots sont venus, sont le fruit d'une époque, de mœurs, de coutumes, il y avait un apprentissage, il y avait la religion catholique qui était dominante, tout ça, ça a influé, ça a créé le tarot. Tous les mythes, ils sont venus de la chrétienté, mais pas seulement, de l'inconscient collectif, et effectivement, comme on dit. Mais intéressez-vous à l'histoire, pas seulement aux symboles et aux mythes. Il y a d'autres choses. Et dans la vie, en fait, là pour revenir un peu plus global, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, mais bon, n'hésitez pas à vous planter et à vous relever. Parce que bon, celui qui tente rien, il a rien. Et puis, si tu tentes rien, ben, tu n'auras pas fait d'expérience. Et si tu n'as pas fait d'expérience, tu n'avanceras pas. Et il faut faire des erreurs pour et en tirer des leçons. Faut pas refaire 2 fois la même connerie. En gros, une fois oui, 2 fois non, 3 fois c'est que vraiment t'as un gros problème. C'est valable aussi bien pour les relations amoureuses. Hmm. On peut se tromper 1 fois, 2 fois, mais si les psys ils expliquent ça, ils appellent ça la compulsion de répétition. C'est des gens qui répètent sans s'en rendre compte la même erreur. Il faut pas hésiter à faire des erreurs, mais il faut tirer des leçons de ces erreurs. Ouais. 3 fois la C'est même trois. erreur, peut-être que ça veut dire qu'on a intérêt à la faire finalement. Ouais, Trouve un intérêt, quoi. Hein. ben, il faut avancer, quoi. C'est un peu comme les karmas. Bon, il faut toujours passer sur le même, il faut passer au karma suivant, quoi. Hein, il faut passer à d'autres initiations, quoi. Est-ce que tu as toi-même déjà commis un livre sur le tarot? Et sinon, est-ce que Non. tu aimerais le faire ou est-ce que c'est pas un projet que tu pourrais avoir ça?
Je l'ai le projet depuis 10 ans en fait, pour tout te dire. Oui, j'ai un livre qui est en projet depuis une dizaine d'années sur les quartiers et les graveurs. D'accord. Oui, oui, il y a l'aspect sociologique qui m'intéresse, et l'aspect historique, l'aspect fiscal, l'aspect tout ce que je dis un petit peu quand j'en parle. Oui. Tout ça, oui, c'est un projet. J'ai écrit peut-être 70 pages sur ça déjà, au moins. J'ai pas envie de faire un truc énorme, hein. Mais je me suis rendu compte que je m'acharnais trop à vouloir le faire tout seul moi-même. Et donc, comme j'ai admis le fait que j'étais pas un écrivain, et que je ne le saurai jamais, j'ai pas les facilités pour ça. Je peux parler facilement, mais écrire c'est plus compliqué, on fait des erreurs, on répète les mêmes choses. Quand on se relit depuis 10 ans, on se dit, putain, là, comment ça se fait que tu as répété 2 fois la même phrase, ou que tu utilises les mêmes tournures de phrases, il faut arrêter. Compulsion de répétition. Absolument, on est d'accord. Et donc je me suis dit, bon, il faut s'en sortir de là. Et là, j'ai pris une décision, je me suis dit, bon, je vais faire, comme on dit, je vais me faire aider. C'est-à-dire que je vais prendre quelqu'un qui sait rédiger à main, qui prend mes idées, tout ce que j'ai écrit, j'ai fait des chapitres et tout, c'est ordonné, c'est structuré, mais qui va trouver la manière de faire le lien, que tout ça, ça devient un livre intéressant. Et donc, c'est du rewriting, comme on dit, quoi. Et j'ai rencontré, grâce à quelqu'un qui a fait ça, qui a écrit un livre sur le tarot, il a dit, moi, ma première essai n'était pas bonne, et la deuxième version, je l'ai fait faire par quelqu'un que j'ai rencontré dans un salon, ceci, cela. Et donc, il a fait faire son livre, refaire une nouvelle édition par quelqu'un qui a pris tout son texte et qui l'a remodelé, etc. Et pour que ce soit agréable à lire, quoi, et intéressant. Voilà. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais finaliser comme ça, parce que sinon, j'y arriverai pas. Écoute, je pense que c'est une très bonne décision de ta part. Bravo de t'ouvrir à cette possibilité parce qu'en effet, il y a des écrivains publics qui existent ou des gens qui pratiquent Mmh. très bien cette activité d'accompagner un auteur dans l'écriture ou de faire des entretiens à l'oral et puis de retranscrire ça Mais et de oui, structurer. Donc il y a plusieurs façons de faire qui sont tout à fait intéressantes et d'ailleurs la plupart des éditeurs littéraires, hein, en fait, ont recours à ce type de moyens depuis toujours, en fait, en littérature. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée de ta part. Et j'ai aussi envie de dire que, dis donc, ton livre, on l'attend avec pas impatience, parce que prends le temps qu'il te faudra tranquillement pour le faire. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que ça peut être, parce que si ce livre est comme tu le décris, il va constituer, je pense, une ressource très importante en fait pour les chercheurs en histoire du tarot, parce qu'on pourrait avoir là un document qui est une référence sur l'histoire du métier de maître quartier, les familles, comment ça se passait dans les corporations, quelles taxes. Je t'ai posé une question sur ça la dernière fois justement. Voilà, l'histoire des taxes et tout. mmh. Et donc là, on aurait tout en un objet, et donc ce serait une ressource sans doute très importante. En tout cas, moi, c'est sûr que dans mes recherches, si une telle ressource existait, je l'utiliserai tout le temps, exactement Bien comme sûr. je prends le livre de police, que si j'ai besoin, je prends celui de Nadolny ou quoi. Ben, si tu fais ce livre, je le prendrai aussi pour à chaque fois avoir une référence sur cette histoire-là, hein, ça c'est clair. J'espère que tu vas pouvoir mener ce projet à bien. Il faut que j'y arrive. J'ai tendance à procrastiner aussi. Ça, c'est un terme, hein. Je suis pas le seul, mais bon, je procrastine. Et, Remettre au jour suivant l'ouvrage d'aujourd'hui. voilà, mais alors bon, je me soigne, c'est-à-dire que je fais des listes, tu vois, je fais des listes. Alors. Et le plaisir, ma femme, elle comprend pas ça. Mais pourquoi tu fais des listes? Bah, tu peux pas savoir le plaisir que j'ai à rayer quand j'ai fait ça. Voilà, mais parce que je suis procrastinateur. Non, mais quand je raye, je suis content. Voilà, c'est tout simple. Un grand merci à toi. Merci Voilà. beaucoup pour cette philosophie de vie et merci pour tes transmissions. Je te souhaite que du succès pour toutes les entreprises tarologiques que tu mènes en ce moment, du succès pour l'écriture de ce livre, mais aussi dans la vie, je te souhaite, puisque tu aimes vivre, de continuer à Oui. aimer la vie comme tu l'aimes. Merci. Bon vent, comme on dit en marine, et à bientôt, ouais. Et puis bon, comme je dis, bon, c'est une question de génération. Moi, je vais finir par croire que je suis vieux, mais bon, dans la tête, je suis pas vieux. Mais bon, mon corps, il est vieux, et puis bon, le temps passe. Tu es jeune, donc c'est normal de recevoir quelque chose de moi, comme moi j'ai reçu de police et d'autres personnes, hein. Et c'est normal de transmettre. C'est tout. Et tu seras le vieux de demain. Mais pour l'instant, tu es jeune et tu reçois quelque chose d'un vieux. Et puis c'est tout. C'est la vie qui tourne.